I called my mom, and it went straight to voicemail. What time was that? I've called her a couple times today, so I called her probably midday, around lunchtime. I called her another time before dinner, and then I called her after dinner. And then after dinner was when my wife was like, if you're real worried, she's 15 minutes away, just drive over. Okay. I walked into the front door. It smelled like gas or something like that. Mm-hmm. I immediately got worried, turned right, turned left, so I could, like, I was standing in the living room, could see through. I saw the gun on the kitchen table, and I saw her from the shoulders up. Okay. It looked like there was red or purple by her neck. And I just immediately walked right back out. Le central nous a informé qu'un homme avait retrouvé sa mère morte à son domicile et que son décès semblait brutal et suspect. Nos caméras d'intervention sont conçues pour s'activer automatiquement dès qu'on enclenche la sirène et le gyrophare, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. She's inside, straight ahead to the right. I haven't even gone into the kitchen yet. You said there's a gun in there? There's a gun. She has 2 shotguns and a handgun. There is a shotgun sitting on her kitchen table. From the distance that I was away from her, it looked like it was red around her neck. All right. Is there any reason why a shotgun would be out? I do not know. She does have... Stay back over here. I'm gonna wait for another unit to arrive before I go in, just in case. La présence éventuelle d'une arme nous a mis en état d'alerte. La prudence était de mise. On ne savait pas ce qui nous attendait à l'intérieur de la maison. Des policiers ont fait le tour pour s'assurer que personne ne nous attaquerait par derrière. This is locked. Did he say it looked like she was shot? No, just looked like, from what he said, looked like she was strangled. But if he saw her and open window up top, that's the only points. 29 See what this is unlocked real quick. He said there's a shotgun on the table? Yeah. They called us in from home. J'étais chez moi quand on m'a demandé de venir. I got there. La rue était déjà pleine de policiers. Il y avait un bâtiment dans le jardin. Alors on a décidé de le fouiller. Police department. Good. Une fois le périmètre sécurisé, il était temps de vérifier l'état de la victime. Le fils disait l'avoir vue étendue au sol. On n'avait pas de temps à perdre. Yeah. Stand it back. Okay. All right, just don't touch anything. Get... Farmer K, please, anyone inside? Shotgun facing us. He's in the kitchen, there are guns in the house. That far. I got a closed door to my left here, 2 other rooms to clear. Right. Take that bathroom real quick. Clear. She's laying on the floor right here, shotgun going. Alright, I'm in advance, there's another room in the back. What are you doing? Gotcha. Farmer K, please! Je me souviens qu'il y avait beaucoup de sang par terre. La dame était là. Elle était indubitablement décédée. Yeah. Yeah, you can. The medic can reach over. Yeah. Okay. I got you. Yep.
Cool, thanks. Inside, Ça sentait le gaz dans la maison. C'était très dangereux. À la moindre étincelle, tout aurait pu exploser. Ça aurait été catastrophique. Peut-être que le suspect espérait mettre le feu à la maison de cette manière. Yeah, no, nothing yet. Nope. Do we have info on her? We have possible on name. I don't have any date of birth yet. We can get it from the son is on scene. All I have right now is Cindy Testerman. Ma mère était unique en son genre, très originale. Côté humeur, elle pouvait passer d'un extrême à l'autre. Elle était très flower power. Elle avait grandi dans les années 60. C'était une hippie. Elle était nounou. Quand j'étais jeune, elle gardait des enfants à la maison. Elle a fait ça jusqu'à mon adolescence. Elle prenait toujours soin des autres et de leurs enfants. Quand mon grand-père est tombé malade, elle a emménagé chez lui pour s'en occuper. Ce soir-là, en allant chez elle, j'étais fou d'inquiétude. Je me suis garé devant la maison. Arrivé devant la porte d'entrée, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. J'ai senti une odeur sans parvenir à l'identifier. J'ai continué à avancer dans le séjour et c'est là que je l'ai vue par terre. Elle était dans la cuisine, derrière l'îlot central. Sa tête et ses épaules dépassaient. Je ne suis pas allé plus loin. Je suis resté dans le séjour et je l'ai appelée. J'ai dit « Maman ?» Maman, elle n'a pas réagi. Et là, j'ai paniqué. J'ai fait demi-tour. Je suis sorti sur le perron et j'ai tout de suite appelé les secours. Cette image restera gravée dans ma mémoire. Et cette odeur dans la maison, je ne sais toujours pas ce que c'était. Mon cerveau a complètement arrêté de fonctionner. Tout ce que j'avais imaginé dans la voiture, toutes mes peurs les plus terribles, étaient finalement vraies. J'avais échafaudé les pires hypothèses, imaginé les pires scénarios. Je ne m'attendais pas à avoir raison. Cindy gisait morte dans la cuisine. J'ai tout de suite été frappé par la violence du crime. Il y avait beaucoup de sang. Et il y avait des empreintes de pas pleines de sang partout dans la maison. Le haut du corps de Cindy était criblé de nombreux coups de couteau. Certaines plaies montraient qu'elle avait vainement essayé de se défendre. Le coupable avait réussi à l'étouffer avant de la poignarder à plusieurs reprises. Le plus étrange, c'était le fusil sur la table. Pour autant que je sache, il n'avait pas servi au meurtre. Pourquoi avait-on tué cette femme? Ça paraissait incompréhensible. On n'a pas retrouvé le couteau. L'arme du crime était quelque part dans la nature. There's drawers that are all displaced and stuff. On the second story, there's a safe on the ground in the back bedroom. It's laying on the ground in the middle of the floor. It looks out of place. La maison avait été entièrement retournée. Tout était sans dessus-dessous. Des objets avaient été volés. Il y avait des tiroirs renversés, une boîte à bijoux ouverte. De toute évidence, quelqu'un avait fouillé tous les meubles et emporté tous les bijoux.
La présence du coffre-fort pouvait avoir plusieurs explications. L'auteur des faits avait peut-être d'abord envisagé de cambrioler la maison s'il savait que la victime avait de l'argent, ou en tout cas, s'il supposait qu'elle en avait. Tant qu'on ignorait le mobile du meurtre, toutes les hypothèses restaient envisageables. On a découvert que la voiture de la victime avait disparu. Le plus difficile était de prendre tous ces éléments disparates et d'en tirer quelque chose de sensé. Que s'était-il passé? Des objets avaient disparu, donc c'était un cambriolage. Mais le meurtre était d'une violence effarante. Un cambriolage, ça se comprend, mais pourquoi la tuer en plus? When's the last time you saw her? Or talked to her? The last time I talked to her, Wednesday, maybe. We traded or she sent me a text on Friday that I didn't respond to. Just of her friend's daughter that got married. Get your ID on you. I do. Il ne faisait aucun doute que Rob Testerman parlait à sa mère très régulièrement. Quand il a vu qu'elle ne répondait pas au téléphone et qu'il tombait directement sur son répondeur, il a tout de suite décidé d'aller vérifier en personne. How long were you here before you called us? 30 seconds. I'm just wondering. Yeah, I mean, it was literally, I drove over because I was worried, but when I walked in the door and saw her, I just walked right back down here and called 911. I got in just far enough to see down the hallway that I could see her laying there. You never went anywhere in there near her? No, I stepped into the living room. And once I saw her in the kitchen, I walked right back down. On a interrogé le fils, qui nous a expliqué ce qui l'avait poussé à venir. Et il nous a parlé de sa mère et de son quotidien. Le but était d'essayer de comprendre si quelque chose avait pu pousser quelqu'un à vouloir lui faire du mal. This was my grandfather's house. My mom moved in to take care of him toward end of life, and so she stayed here after he left. Or deceased. Gotcha. So she's been in this house for about 5 years. Okay. Prior to that, she grew up in this house. She was born here and lived here until she was 19, and then came back about 5 years ago. On a très vite compris que rien dans la vie de Cindy ne justifiait qu'on lui en veuille. Elle n'avait aucun ennemi. Cette dame vivait tranquillement, sans embêter personne. Le fils avait accès à la caméra de surveillance de la maison. Looking at the home security system. So if we go back to, that's yesterday, so Friday, I can see her coming home. That's my mom. So I can see her coming home. And then Saturday, this gentleman comes up in the morning. It looks like maybe she talks to him because that has microphones. And then he leaves. À plusieurs reprises, un homme est venu chez elle les jours précédant le meurtre. C'est une chance d'avoir ces images. On le voyait discuter avec elle à plusieurs reprises. Mais on n'avait aucune idée de son identité et aucun moyen de la découvrir. C'était un comble pour un policier, avoir une vidéo du suspect mais être incapable de l'identifier. Il fallait vraiment qu'on découvre d'où sortait ce type. On savait que la voiture de Cindy avait disparu. Des policiers étaient à sa recherche et ils ont fini par la retrouver non loin de là, à l'est de la ville.
Le vol avait été déclaré et quand les policiers ont repéré la voiture, ils l'ont interceptée. Le véhicule avait été volé dans le cadre d'un meurtre. Alors il fallait s'attendre au pire. Notre suspect n'était pas dans la voiture, mais il fallait qu'on comprenne comment ces gens s'étaient retrouvés avec la voiture de Cindy. On les a interrogés. Ils étaient 3 à bord. Personne ne veut être arrêté au volant d'une voiture volée. C'est un crime, alors la situation pouvait s'enflammer. En plus de ça, le véhicule ayant été volé dans le cadre d'un meurtre, il était fort possible que ces gens soient impliqués. Il fallait assurer la sécurité de tous. Elle a dit que le vendeur ne leur avait pas fourni de carte grise. Et son histoire tenait la route. On a vite compris que ces gens n'avaient rien à voir avec le meurtre. Ils avaient acheté la voiture à un homme qui s'appelait Bird. Ce qui nous avançait pas beaucoup à ce stade. C'était un homme blanc, de corpulence moyenne à mince, très grand, pas loin de 30 ans, les cheveux courts, châtain clair. Ça ressemblait à notre suspect de la vidéo, mais on ne savait toujours pas qui c'était. J'ai envoyé plusieurs de mes hommes faire ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Ils ont interrogé les voisins pour savoir si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel, et ces agents devaient nous le rapporter. Notre objectif, en faisant le tour du quartier, était de comprendre qui était l'homme qui avait volé la voiture de Cindy, et de savoir s'il s'agissait de celui de la vidéo. Is she home? It's taped off like a crime scene. Yeah, we can't talk about much right now, but we're just trying to investigate. Her father just passed away. It was his house. I used to sit there over there and play checkers with him. Wow. Is her car usually there? Yeah. And I told my wife, I said, Cindy's car ain't been there all day. Il n'avait pas vu si c'était Cindy ou un homme qui avait pris la voiture. Who stays in this house here? We've been... That's another story. Okay. Is anyone currently here? On a appris que la voisine d'en face de Cindy s'appelait Judy et que personne ne savait où elle était. I don't know where she's at, in a rehab or something. So I don't know where she's at. Yeah. I haven't seen her in 3 months. Lorsque le voisin les a informés de sa disparition, les policiers se sont immédiatement rendus chez Judy, mais ils ne l'ont pas retrouvée. On nous avait appelés pour un meurtre et notre enquête nous a conduits sur la piste d'une personne disparue. Ça compliquait pas mal les choses. On a interrogé tous les voisins et aucun de leurs témoignages ne concordait. Beaucoup pensaient que Judy était en cure de désintoxication. Mais les dates ne cadraient pas. Certains disaient que ça faisait à peine une semaine, d'autres affirmaient que ça faisait beaucoup plus longtemps. C'était très étrange. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre. Judy n'était pas là, et il fallait qu'on la retrouve.
Linda, une voisine, m'a dit « J'ignore ce qu'il est arrivé à Judy. » Alors j'ai commencé par elle. Je ne m'inquiétais pas vraiment pour Judy, jusqu'à ce que j'apprenne le meurtre de Cindy. Là, j'ai commencé à m'affoler. La mort de Cindy m'a persuadée qu'il était arrivé quelque chose à Judy. Linda nous a appelés pour savoir si Judy avait réellement disparu. Did you hear from Judy at all? No, she is not around. I can't seem to come up with her. Her stepson, first name is Ryan. That's his name, Ryan. I don't know his last name, but I found his first name, Ryan. She was gone for a couple weeks, or about a week or so, and I was told that she had gone into a rehab. I do believe she has a substance abuse problem because she has some health issues, and I think she was abusing some Percocets. But that's only rumors from the neighborhood. And that's when Ryan showed up again, and he was there, and he kind of told them, I'm here now, I'll take care of her. And we didn't see her except to hear a rumor that she went into rehab again. On a appris que depuis quelques semaines, un jeune homme vivait chez Judy. D'après Linda, c'était sûrement son beau-fils. Mais il fallait encore que je découvre son identité et s'il s'agissait de l'homme de la vidéo. Je suis retourné au poste et j'ai fouillé dans nos archives pour étudier les incidents signalés au domicile de Judy. J'ai fini par trouver un ancien rapport de police mentionnant un beau-fils, Ryan McGuire. Avec mon partenaire, on a retrouvé les photos d'identité judiciaire de McGuire et on les a comparées aux images de la vidéosurveillance. Je me souviens que mon partenaire s'est arrêté sur une photo et m'a dit « Je crois que c'est lui ». On les a posés côte à côte. C'était bien le même homme. Il ne restait plus qu'à le retrouver et à retrouver Judy. Judy était une femme discrète qui aimait jardiner. Elle était adorable. Nos jardins sont voisins. Il y a un portail qui permet de passer de l'un à l'autre. Je pouvais aller librement dans le sien et elle dans le mien. Cindy habitait en face de chez Judy. Quand elle était jeune, ma mère connaissait les parents de Judy. C'étaient eux les premiers propriétaires de la maison de Judy. Les deux maisons se font face et tout le monde se connaissait bien. Ça faisait 4 semaines que je ne l'avais pas vue. La dernière fois que j'ai vu Judy, j'étais dans mon jardin. Elle n'était pas hospitalisée comme on me l'avait fait croire. Quelque chose clochait. Cindy et Judy étaient du même âge. Elles vivaient seules dans le même quartier. Et rien dans leur quotidien ne faisait d'elles des cibles potentielles de meurtre. Police search warrant. I'm with you. Police search warrant. On a fini par perquisitionner la maison de Judy à la recherche de son beau-fils ou d'éléments indiquant ce qu'elle était devenue. On espérait que notre homme soit caché dans la maison. Baltimore County Police, anybody up here? En arrivant, les policiers ont fouillé méthodiquement chaque pièce pour sécuriser la maison et éviter de se faire surprendre par le suspect. Police search warrant, police. No cat. All right, coming out.
Push up, take on left leg. All right, sure. Okay, please. Search warrant, please. Cette fouille préliminaire nous a au moins assuré que personne ne se cachait dans la maison. On en a conclu que le beau-fils était en cavale. On le cherchait et il continuait de nous échapper. Judy avait disparu et ma mère était morte. En tant que fils unique, c'était à moi de tout gérer. Les formalités qui suivent la mort d'un proche sont si lourdes qu'elles tendent à étouffer les émotions. Aller aux pompes funèbres, identifier le corps, déterminer quelles auraient été ses dernières volontés, commander une urne. Il y avait tant à faire. Et quand tout a été terminé, je me suis effondré. On a fait une jolie veillée, ainsi qu'une cérémonie du souvenir, dans la salle où on faisait toutes nos réunions de famille. Tous ses proches et tous ses amis sont venus. J'ai pu compartimenter ma peine et la mettre de côté à un moment. Mais il a bien fallu que je finisse par l'affronter. J'ai assisté aux funérailles de Cindy. C'est tellement triste pour eux, pour sa famille et pour nous. La mort de Cindy m'a fait comprendre que quelque chose de grave avait dû arriver à Judy. Je me suis dit, elle est forcément quelque part, mais où? On avait identifié McGuire. On était quasi certain qu'il était le dernier à avoir vu Cindy vivante chez elle et qu'il lui avait volé sa voiture. Il fallait qu'on le retrouve. L'heure était grave. Je l'ai dit, on était très inquiets. Judy avait disparu et cet homme était potentiellement dangereux. Toutes nos patrouilles se sont lancées à la recherche de McGuire. J'ai tout de suite proposé mon aide. Le portefeuille de ma mère avait disparu. Alors je me suis connecté à son compte pour voir si ses cartes de crédit avaient été utilisées. J'ai découvert que le jour même, des achats avaient été faits dans un magasin de chaussures et dans une station-service. J'ai tout de suite appelé les policiers pour leur transmettre l'information. Un achat a été fait dans tel centre commercial. Tout en poursuivant nos recherches, on s'est rendu dans les magasins où la carte de Cindy avait été utilisée. Et on a récupéré les images des caméras de surveillance. On y voyait McGuire payer avec les cartes volées de Cindy. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait l'air d'en profiter. On l'a aussi vu retirer de l'argent depuis une voiture noire, celle de Judy. On a découvert qu'il vivait dans un hôtel près de la route 40. Les hommes de notre unité d'intervention s'y sont rendus. Ils ont retrouvé la voiture et ils ont vu le suspect entrer et sortir d'une chambre. Ils avaient tous les éléments dont ils avaient besoin pour procéder à son arrestation. Il nous avait donné du fil à retordre, mais cette fois, on le tenait et on allait le faire parler. On a obtenu un mandat pour perquisitionner sa chambre. À l'intérieur, c'était la caverne d'Ali Baba. On a découvert un grand nombre d'objets dérobés chez Judy et chez Cindy. Des bijoux, des cartes de débit et de crédit, et plein d'autres choses. Des choses qu'il allait avoir beaucoup de mal à justifier. On l'a placé en détention.
I just gotta let you know my camera is on, so I'm recording you, but not that it's facing you, but anything that you're saying is getting recorded. So I gotta let you know that, all right? Il a été transféré au poste, et c'est là que j'ai pu l'interroger. Hey, you want to get a cigarette, man? Yeah, probably. I'll have to find one. It might take me a minute, but yeah, I don't think that's a problem. You good? Anything else you need? I just want a cigarette. You give me a cigarette right now, I'll tell you everything y'all need to know. Okay. Yeah, let me see what I can do. You got a preference? I don't know. I don't give a fuck about anything. Really? Yeah. Cigarette. Yeah. All right, man. Il voulait une cigarette, et j'ai hésité à lui en donner une tout de suite, parce que je voulais établir une forme de confiance. What's your last name? What? M-C-G-U-I-R-E, right? Yeah. Ryan, Michael. Yeah. Then you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk with a lawyer at any time before or during any questioning. Je me souviens avoir dit à mon sergent, on a déjà tellement de pièces à conviction dans cette affaire que s'il me dit d'aller me faire voir, c'est pas grave. J'y étais préparé. Ce type avait déjà passé du temps en prison. J'aurais été étonné qu'il me dise quoi que ce soit. What's been going on with you? What can you tell me? You said you tell me everything, right? What's this one? What's this for? Okay. You said you've been staying at the motel there? Yeah, I stayed there for a couple of days. Okay. What about before that? I've been staying with that lady. Who's that? The huge car I had. Judy? Yeah. Okay. What's your relationship to her? She's like, I don't know, like my stepmom or something like that. Okay. She let you use the car and everything? Yeah. All right, nice lady. Where's she at these days? Yeah, listen. I need a cigarette. I'm not saying nothing else. Tell you a cigarette. Okay. I'm gonna tell you everything you need to know. She's gone too. She's dead too. Just to let you know, she's dead too. You're gonna charge me that one too. So I'll tell you where she's at as soon as I get a cigarette. All right, man. I know I'm here for the one across the street. What's that? I'm here for what? Across the street. Yeah, man. I'm not gonna beat around the bush with you. That's what it is, okay? Man, I'll tell you where Judy's and everything is at, so you can charge me that one too. So, all right, bro. I appreciate it. Let me get you a cigarette. Je me suis dit, il s'est passé quoi là? On n'en revenait pas. Il m'a dit, c'est à propos de la voisine d'en face, parce que je l'ai tuée aussi, et vous allez m'accuser pour les deux. Il m'a lâché cette bombe. Tous mes collègues étaient en train d'écouter. Quand je les ai rejoints, ils faisaient tous la même tête que moi. J'en revenais pas qu'il m'ait dit ça. Quelqu'un a dit, donne-lui une cartouche entière, qu'il continue à parler. It's like people smoking in here. So, allegedly suck up the smoke. I don't know how good it works, but good shot. Just get the lighter back when you're done. Ils ne sont pas censés fumer en salle d'interrogatoire. Mais parfois on les laisse faire, parce qu'on veut qu'ils se sentent à l'aise pour nous parler. Well, I can start from the beginning. Y'all's not gonna find Judy without me telling you where she's at. Where's she at? She's still in her house. Okay. Y'all take me there, I'll show you where she's at. All right. Can you explain it to me? She got high, she was getting high, so she asked me to shoot her up, I shot her up and she OD'd. So. You said you gave her an injection too, right? Just to make sure. No, yeah, she was still, she wanted, she came out of it. She was like, she didn't feel good. She wanted me to shoot up again. Okay. So I shot her up. That did it. Il a reconnu qu'il prenait de la drogue et qu'il avait sciemment provoqué une overdose, sachant que ça allait la tuer.
when you went to Judy's, was that just because... She called me out the blue, helping her get off the drugs. Oh. Okay. And I said, damn, I could just stay here, get rid of her, and just keep using our money every month. Yeah. That's what I've been doing. En l'espace de quelques secondes, on a découvert qu'il avait tué Judy et qu'il comptait me dire où il avait caché le corps. C'était stupéfiant. Mais il fallait encore que je découvre ce qu'il était arrivé à Cindy. Pourquoi c'était arrivé et comment. Where in the house was that? I was in the house. Whose house? Whose house were you in? Judy. I was in both houses. Y'all guys, did it smell up? Not yet. It stinks. I just been putting loud perfume and shit in there. Okay. It's upstairs in the bedroom. Is that right? Okay. What is it, like a hidden compartment type thing? It's down to the bed. Where that pink towel was on. Okay. Upstairs in the bedroom. How long ago was that? You remember? It's like long feet. Après cette révélation fracassante sur Judy, je devais encore le faire parler pour en savoir le plus possible sur ce qu'il était arrivé à Cindy Testerman. What happened across the street? She asked 3 questions. About what? About Judy. She's realized something's going on there. I guess. Well, what were you doing over her house? What that? So you know who that is? Yeah, Cindy. Cindy. Yeah. So she called you? You sent the phone number or whatever? Yeah, she called me from Judy's house. Okay. Said you come over and call her? Yeah, smoke some weed with her. Okay. And then how did that go? That's not too good. I mean, I get that, but I mean, how did it kind of happen? That's like, Because she was asking too much, and he said she was ready to call the cops. Oh yeah. All right. So how did it happen? What happened? Choked her and then stabbed her. All right. And so Maguire a fini par nous dire que Judy était dans un coffre. On est retourné chez elle avec un mandat de perquisition et on a récupéré le coffre dans lequel le corps était caché. You're gonna be going all the way down to Hamilton Avenue, so you gotta wait for The stolen gun from... Quant au revolver volé dans une boîte chez Cindy, des policiers de Baltimore qui enquêtaient sur un trafic de drogue ont arrêté plusieurs dealers et ils ont retrouvé l'arme en leur possession. Push that forward. Push it forward. Push it forward. There we go. Push the little thing right there towards you and I'll pop it out. You're welcome, guy. Manifestement, après avoir tué et volé Cindy, Maguire s'est fait de l'argent en revendant son revolver. Le couteau qu'il avait utilisé pour tuer Cindy a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel, avec le reste de ses affaires, ainsi que des baskets tachées de sang. Les analyses ADN ont confirmé que le sang sur ses chaussures était bien celui de Cindy.
L'ensemble de ces éléments nous a permis d'établir un mobile pour les deux meurtres. Ryan McGuire était toxicomane. C'est une addiction qui coûte cher et il avait trouvé une manne financière en la personne de Judy. Mais emporté par l'appât du gain, il a fini par la tuer afin de profiter seul de son argent. Judy était amie avec Cindy. Et Cindy posait trop de questions sur Judy. Alors il l'a tuée aussi. C'est son avidité qui l'a mené à sa perte. Il a essayé de se faire de l'argent en revendant la voiture et en utilisant leur carte bancaire. Let me grab your picture real quick. Oh, I know. But every time you come in, I got to do that and your fingerprints. Just look straight ahead. What would you get? Ryan McGuire a plaidé coupable de double homicide avec préméditation. Chaque famille méritait que justice soit faite et qu'il soit condamné à la prison à vie. Je suis très satisfaite de l'issue des procès et d'avoir obtenu la réclusion à perpétuité pour chaque meurtre. Ryan McGuire ne tuera plus jamais personne. Toute sa vie, ma mère a toujours fait passer les autres en premier. Je veux qu'on se souvienne de sa gentillesse, de sa prévenance et de sa sollicitude envers les autres. Retourner dans cette maison, de voir la vider et voir la cuisine être entièrement désossée, ça a été très traumatisant. Pendant des années, j'avais chéri cette maison. Mais c'est devenu un lieu de cauchemar et d'angoisse. J'ai été soulagé quand j'ai enfin pu m'en séparer. Cette maison était un membre à part entière de notre famille, mais c'est terminé. J'ai perdu ma famille et ma maison. J'ai encore du mal à l'accepter. La dernière fois que j'ai vu Judy, j'étais dans mon jardin et elle m'a présenté Ryan, son beau-fils. Elle m'a dit qu'il pouvait me donner un coup de main si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle était adorable. C'est tragique de l'avoir perdue, mais elle est en paix maintenant. Et Cindy aussi. Et il en paie le prix. Si je pouvais... Sécurer certaines affaires inoubliables, si n'est pas seulement la violence du crime, ni même le nombre de morts. C'est la sensation qu'elles sont derrière elles. Cette impression presque physique qu'un ordre ancien a été brisé en silence au milieu d'un paysage qui semblait incapable de produire une telle nuit. L'affaire de la famille Clutter commence ainsi. Dans cette contradiction presque insupportable entre la paix apparentée d'un coin du Kansas et la sauvagerie méthodique qui va s'y abattre. Avant que les journaux n'impriment les noms, avant que la justice ne déroule sa mécanique. Avant que Truman Capote ne transforme le drame en récit mondialement connu, il y a d'abord une maison debout dans la plaine. Un matin qui tarde à révéler l'impensable, est un pays qui découvre avec stupeur quoi au cours de son territoire les plus respectables. Les plus range, les plus rassurant en apparence. La mort a frappé une famille entière comme un événement et une promesse. Holcomb. Kansas n'est pas un endroit qui se raconte d'ordinaire avec des modes de cauchemar. C'est un lieu de vente, d'espèces et de routines agricoles. Un lieu où les routes semblent moins conduire d'une ville à l'autre que traverser directement le temps lui-même. Là-bas, l'horizon ne se contente pas d'entourer les hommes, il les juge presque. Il expose leurs maisons, leurs silos,
leurs habitudes, leurs réussites, leurs failles, sans l'abri des grandes villes ni le secours de l'anonymat. Tout si c'est vite, et pourtant tout y paraît stable. On sait qui travaille bien, qui boit trop, qui élève ses enfants correctement, qui prie, qui emprunte, qui rembourse, qui aide son voisin à la mauvaise saison, dans ces communautés de plaine. La respectabilité n'est pas un vernis abstrait, elle a une odeur de terre. De linge propre, de cuisine du soir. De comptes tenus avec sérieux, de clôtures réparées avant l'hiver. Elle s'est mesurée dans la manière de dire bonjour, de tenir sa parole. De faire prospérer si qu'on a recu ou bâti, Herbert Clutter appartient pleinement à ce monde-là. Son nom évoque non seulement un homme, mais une manière d'être. Travailleux, rigoureux. Prosper sans ostentation brutale, il incarne ce que l'Amérique rurale aime croire d'elle-même lorsqu'elle se regarde dans le miroir. La discipline, la droiture. La réussite acquise par l'effort et non par le vice. Il n'est pas seulement un fermier. Il est une figure d'ordre, sa maison, sa propriété, sa famille. Tout cela compose l'image d'une vie tenue, d'une existence où l'ambition n'a pas détruit la morale, où la réussite matérielle s'accorde encore avec la considération sociale. On ne le voit pas comme un homme menace. On le voit comme un homme établi, un tour. Solide, un de ces piliers silencieux sur lesquels une petite communauté croit pouvoir s'appuyer pour se rassurer sur elle-même. C'est alors une partie essentielle de l'horreur à venir. Les clôtures ne vivent pas en marge. Dans le désordre ou l'ambiguïté, ils vivent au centre du cadre. Ils ne sont pas une famille déjà abîmée, déjà exposée, déjà compromise avec quelque chose de trouble. Ils sont. Au contraire, ce que beaucoup considéreraient comme l'exemple même d'une famille bien tenue. Voilà pourquoi le crime ne sera pas perçu comme une simple fête diverse. Il sera reçu comme une profanation. Il frappera plus loin que les murs de la maison, parce qu'il atteindra une idée presque sacrée pour l'Amérique profonde. Celle selon laquelle le travail honnête, la réputation solide et la vie familiale protégeant encore du pire. La maison des Clutter, avant le drame. N'a rien d'un décor gothique, rien n'y annonce une légende noire. C'est une maison de famille, ancrée dans son territoire de culture et de bétail. De saisons surveillées de presse, de journées réglées par les besoins du vivant. On imagine les pas sur le plancher, le bruit d'une porte de cuisine. La lumière du matin sur les vitres, les heures découpées par les habitudes. Une ferme n'est jamais seulement un lieu d'habitation, c'est une organisation du temps. Une manière d'habiter le réel. On y vit avec les récoltes, avec les bêtes, avec les échéances, avec la météo qui peut ruiner en une nuit ce qu'on a préparé des mois. Cela donne aux familles agricoles une discipline particulière. Le quotidien est plein, rarement flottant. Chacun a sa place, et ses tâches. Ses heures. Les enfants grandissant dans cette charpente invisible faite de répétition et de responsabilité. Les repas ne sont pas seulement disposés, s'ils sont des points d'ancrage. Le silence n'est pas du vide, mais un compagnon constant. Traverse de sens familiers, une camionnette, un auto, une porte, le vent, les chiens. Peut-être une radio, dans un tel cadre. La sécurité n'est pas pensée comme une performance, elle va de soi. Non parce que le monde serait sans danger, mais parce que la maison. Le nom, la terre et les habitudes donnent l'illusion d'une continuité protégée. Bonnie Clutter, elle est. Apporter à cette maison une autre tonalité, dans les récits qui entourent les familles exemplaires. On oublie souvent que l'ordre visible des foyers repose aussi sur des fragilités cachées. Les grandes maisons paisibles sont parfois traversées de douleurs que les voisins perçoivent mal. Une épouse fatiguée, nerveusement atteinte,
moins visible que l'hyperactif et stable, sauf te complique l'image parfaite. Il y a toujours, derrière les rideaux bien tirés, derrière les pelouses propres et les salutations polies, une part de lassitude, de lutte intérieure, de peine moins avouable. La tragédie des clouters ne frappe donc pas des statues. Elle frappe des êtres humains complets, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs routines et leurs silences, c'est le compte. Parce que le crime ne détruit jamais son image. Il détruit des existences concrètes. Herbert n'est pas seulement le fermier respectable. Bonnie n'est pas seulement la femme du fermier. Nancy et Kenyon ne sont pas seulement les enfants. Ils sont des présences précises, des corps qui ont leurs gestes, leurs objets, leurs scouts, leur façon d'occuper la maison, Nancy surtout incarnée. Dans l'imaginaire américain, quelque chose de presque insupportablement lumineux. June, appréciée, active, utile. Elle appartient à cette catégorie de figures, dont la mort choque doublement parce qu'elle semble interrompre un futur déjà visible. Il y a des êtres chez qui l'avenir paraît presque écrit dans la grâce des habitudes quotidiennes. Une fille sérieuse, vive, entourée, engagée dans les activités normales de son âge, aimée par ceux qui la connaissent, inscrite dans la logique rassurante des saisons familiales. Kenyon, place discrète peut-être. Place intérieure, porte une autre part de la vie domestique. Celle du fils, de l'adolescent qui grandit encore dans l'ombre structurante du père. Au milieu des outils, des attentes, des objets masculins du quotidien rural, tous deux, à leur manière, prolongeant la continuité du foyer. Ils se représentent ainsi qui vient après Herbert et Bonnie, la suite, la transmission. L'idée que cette maison n'est pas seulement bien tenue dans le présent, mais déjà tournée vers demain, c'est pourquoi la destruction de la famille entière prend une dimension plus vaste qu'un quadruple homicide. Elle ressemblait à l'éradication méthodique d'une lignée au sein même de son cadre naturel dans la mémoire américaine. Peu d'images sont aussi troublantes que celles d'une famille entière supprimée dans sa propre maison, sans explosion visible de haine préalable, sans signe public, sans drame annonce, un foyer complet et fait d'un coup. Cette idée a quelque chose de biblique et de moderne à la fois. Biblique, parce qu'elle évoque la visitation soudaine du mal sur une maison juste. Moderne, parce qu'elle révèle une violence dépourvue de transcendance, Freud. Opportuniste, presque nuée. Ce qui rend l'affaire clutter si profondément dérangeante, c'est justement cette combinaison. On a l'impression qu'une résidence presque archaïque. C'est joué dans le décor pragmatique d'une Amérique rationnelle, agricole, tournée vers la productivité et la prospérité, la plaine du Kansas. Avec sa lumière sèche et ses distances immenses, semble le dernier endroit où l'on s'attend à voir surgir une telle noirceur. Et pourtant, c'est peut-être précisément ces contrastes qui la rendent plus coupante encore. Le mal y est moins absorbé par le bruit ambiant qu'une ville. Il se détache davantage. Il sonne plus creux, dans une grande métropole. La violence se mélange au flux général des anonymes, des sirènes, des faces diverses, des ombres qui passent. À Holcomb, rien de tel. La plaine retient l'événement. Elle le fait résonner longtemps. Elle n'offre pas de foule pour diluer la stupeur. Elle expose la blessure à ciel ouvert. Avant que le drame ne soit découvert, avant que la maison ne devienne une scène de crime. Il y a donc ce monde d'avant, ce monde qui ne se doute de rien et qui rend tout plus cruel par sa tranquillité même. On imagine le dernier soir comme tous les derniers soirs avant les catastrophes, traverse de gestes ordinaires que personne ne sait ultimes. Une lumière allumée dans une pièce, puis éteinte, un mot échange, une porte fermée sans inquiétude. Peut-être une liste de choses à faire le lendemain, une pensée pour le temps qu'il fera,
Un'età la esse qualche part, une couture, une lecture, un outil range. Une prière peut être tout si quoi. Dans la vie quotidienne, paraît si petit qu'on n'y attache jamais de gravité. Or, les tragédies les plus dures ne sont toujours dans cette disproportion. Le destin ne s'annonce pas avec des fanfares. Il se glisse dans l'intervalle entre deux gestes normaux, et lorsque le crime est découvert plus tard, chacun s'y met à regarder en arrière, à sacraliser ces gestes minuscules, non parce qu'ils étaient exceptionnels, mais justement parce qu'ils ne l'étaient pas. La dernière soirée des scrutins n'a probablement rien d'une veille dramatique, et c'est celle qui la rend si poignante. Ce n'était pas un foyer préparé à l'assaut, ni un lieu travaillé par le pressentiment. C'était une maison qui continuait à croire demain. L'accroche de cette affaire ne tient donc pas seulement à la brutalité du meurtre, mais à la nature des séquelles détruites en supprimant Herbert, Bonnie, Nancy et Kenyon. Les tueurs n'abattent pas seulement 4 personnes. Ils pulvérisent une image morale centrale de l'Amérique rurale. Ils révèlent de la manière la plus sanglante possible. Quoiqu'un degré de respectabilité ne rende inviolable que la maison la mieux tenue, la famille la plus estimée, le père le plus travailleur, la fille la plus rayonnante, les fils les plus discrètes, pouvant être livrés à la violence pure sans autre justification que le passage de 2 hommes porteurs de convoitise, de frustration, de dérive et de brutalité. C'est aussi pour que l'affaire s'imposera durablement dans l'imaginaire national. Parce qu'elle frappait au cœur d'un rêve américain local, rural, presque pastoral, et qu'elle le suivait de l'intérieur. À partir de ce moment, la maison des Clutter cesse d'être seulement une maison. Elle devient un symbole terrible. Parce qu'il rappelle que la sécurité sociale, morale et affective est plus fragile qu'on ne veut bien le croire. Le nom même de Clutter, qui aurait pour rester celui d'une réussite agricole paisible, entre deslos dans un autre registre, celui du deuil public, du mystère de la scène de crime, de la littérature criminelle, de la mémoire nationale blessée. Mais au commencement, il ne devrait y avoir que du vent sur les champs, des responsabilités du lendemain, et cette architecture domestique où chacun dort en supposant que les murs suffisants. Le plus insupportable dans cette histoire, c'est sans doute qu'elle l'absence totale de préparation intérieure au mal. Aucun membre de la famille ne s'endort cette nuit-là en pensant vivre ces dernières heures. On connaissait que 2 hommes, Richard Hickok et Perry Smith, avançant déjà quelque part dans l'obscurité avec une idée en tête qui n'a rien de l'ordre, rien du travail, rien de la fidélité aux rythmes simples de la terre. Ils viennent d'un autre monde moral. Un monde de dérive, d'échecs, de frustration, de violence intériorisée, des projets criminels nourris dans la petitesse des fantasmes et la sécheresse des consciences. Le choc entre ces 2 mondes donne à l'affaire sa force presque mythologique. D'un côté, la maison solide, la famille reconnue, l'horizon large, les habitudes propres de l'autre. 2 hommes portants ont eu un mélange de cupidité, de désordre et de froideur assez grand pour transformer en quelques heures cette maison paisible en tombeau familial. L'Amérique entière, lorsqu'elle apprendra les faits, ne verra pas seulement d'un crime. Elle verra une collision entre 2 visions du pays. Celle des femmes, de l'effort, de la famille, du non-coin respecté, et celle des marges, de l'errance, de la violence qui n'a place de frein. C'est ce choc qui fait de l'affaire Clutter un récit fondateur du true crime moderne. Pas seulement la question de savoir qui a tué, mais celle de savoir comment un tel geste a pu être pensé, puis exécuté, dans un pays qui a imitant se raconter comme protégé par ses valeurs de travail et de foyer. Pourtant, pour bien entrer dans cette histoire,
Il faut résister à la tentation d'en faire immédiatement une légende. Il faut rester encore un instant sur le seuil de la maison. Avant les découvertes, avant les photographies, avant les rapports et les interrogatoires, reste dans ce moment où tout tient encore. Herbert Clutter est encore si pervivant dans la voie, organise la maison. Bonnie est encore présente dans ses pièces familières. Avec sa fatigue et sa place, où Nancy et Kenyon sont encore des enfants vivants. Non des visages fixés dans les archives d'un massacre célèbre, c'est là que commence vraiment l'affaire. Dans cette plénitude encore intacte du monde domestique, car si l'on ne voit pas ce qui existait avant, on ne comprend jamais complètement ce qui a été détruit, et ce qui a été détruit ici n'est pas seulement une famille, mais un tissu entier de confiance, de continuité, de respectabilité et d'avenir. Voilà pourquoi, place d'un demi-siècle et plus tard, le nom d'esclata continue de porter une charge si lourde. Parce qu'il ne désigne pas seulement un crime ancien, il désigne le moment où une maison américaine exemplaire, perdue dans la vaste respiration des plaines du Kansas, assassine une nuit d'être un réfugié pour devenir l'un des théâtres les plus claquants de l'histoire criminelle des États-Unis. Et tout commence là, dans le silence immense de Holcomb. Avant que l'aube n'ose regarder ce que l'obscurité allait derrière elle. Le contexte de l'affaire, Clutter ne se comprend pas seulement en regardant la carte du Kansas ou en énumérant les faits bruts qui précèdent le crime. Il faut entrer dans une certaine texture du monde, dans une Amérique de la fin des années 50 qui croit encore. Vous faites semblant de croire que certains lieux sont naturellement protégés par leur ordre. Leur descente et leur éloignement, Holcomb appartient à cette géographie morale autant que la géographie réelle. Si n'est pas seulement un point perdu dans les plaines, c'est un endroit où la réputation pèse, où les journées sont longues, où la terre impose son rythme, où les existences se construisent moins dans le bruit des grandes ambitions visibles que dans l'accumulation patiente du travail, dans ces paysages-là. La lumière elle-même semble avoir quelque chose de moral. Elle éclaire sans indulgence. Elle montre les maisons, les granges, les routes, les clôtures, les champs ouverts jusqu'à l'horizon comme si rien ne devait jamais vraiment pouvoir se cacher. On imagine facilement qu'une telle éclat protégée. Quel dissuade, quel sépare le monde des honnêtes gens de celui des prédateurs. Mais cette impression est une illusion, et c'est précisément cette illusion qui sera brisée dans l'affaire Clutter. Avant la nuit du drame, Holcomb ressemblait à l'un de ces endroits que l'Amérique profonde présente volontiers comme des preuves vivantes de sa stabilité. Pas une ville flamboyante, pas un centre culturel, pas un lieu de passage prestigieux, un coin de plaine où l'on cultive, où l'on élève, où l'on compte les saisons avec sérieux. Où l'on reconnaît encore la valeur d'un homme à sa parole et à sa constance. La communauté fonctionne comme beaucoup de petites communautés rurales. Chacun connaît approximativement la place de chacun, même si toutes les mondaines ne se fréquentent pas avec intimité. On sait qui réussit, qui peine, qui souffre en silence, qui boit trop, qui aide à l'église, qui fait crédit, qui garde ses comptes propres, qui inspire confiance. Si type de société ne repose pas sur l'anonymat mais sur la continuité, les visages reviennent, les familles s'enracinent, les réputations durent. Les enfants grandissant sous les yeux des mêmes adultes. Les maisons ne sont pas des boîtes privées séparées du reste du monde. Elles sont des prolongements visibles de la valeur morale qu'on attribue à leurs occupants. Une pelouse entretenue, un porche propre, des bêtes bien tenues, des récoltes surveillées, une voiture correcte, des enfants polis. Tout cela compose un langage social très clair, rien n'est insignifiant. Rien n'est tout à fait neutre, dans un tel cadre. La famille Clutter n'est pas simplement estimée, elle est presque exemplaire. Herbert Clutter n'a pas seulement accumulé du bien, il a construit autour de lui l'image d'une réussite droite.
Ce n'est pas un homme de désordre, pas un joueur. Pas un ivrogne, pas un aventurier. C'est un fermier méthodique, un homme qui travaille. Organise, prévoit. Administre, un de ces hommes que l'on imagine se lever tot. Vérifier plusieurs fois les détails, tenir ici ses engagements. Parle plus mais clairement. Son autorité n'est pas tapagieuse. Elle tient à sa stabilité, dans l'Amérique rurale de l'époque. Une telle figure a une poids immense, elle rassure. Elle donne à penser qu'il existe encore une relation compréhensible entre les fautes et les résultats, entre la discipline et la prospérité, entre la conduite morale et l'estime publique, le nomenclature. Dans ce contexte, ne renvoie pas seulement à une famille. Il renvoie à une promesse de cohérence, la maison familiale. Elle a osé participer de cette cohérence. Elle n'a pas besoin d'être somptueuse pour impressionner, si qui frapper. C'est la tenue du lieu, son inscription dans les paysages. La manière dont elle semble faire corps avec la terre autour d'elle, une maison de fermier prospère dans une région comme Holcomb n'est jamais tout à fait isolée au sens psychologique. Même si les distances sont grandes, elle s'inscrit dans un réseau d'attentes. On y entre en supposant une certaine dignité, une certaine propreté, une certaine ordonnance. Il y a probablement des pistes où la vie quotidienne circule avec simplicité. Un salon où l'on reçoit, une cuisine qui connaît les repas familiaux, des chambres qui portent la marque de ceux qui les occupent, des escaliers qui grincent peut-être sous d'espaces familiers, des fenêtres donnantes. Sur les terres et sur les ciels immenses, les grandes tragédies domestiques sont d'autant plus insoutenables qu'elles détruisent des espaces conçus pour autre chose que la peur. Une maison comme celle des Clutter est faite pour les repas, le repos, les devoirs, les petites inquiétudes du lendemain. Les jours de fête modestes, les discussions brèves avant le coucher. Elle n'est pas faite pour contenir la violence, et pourtant. C'est toujours dans des lieux faits pour la continuité que les crimes les plus dévastateurs impriment leur marque la plus durable. Bonnie Clara ajoute au tableau une dimension plus fragile. Place intérieure, que le regard social se cite moins nettement. Dans les familles tenues pour exemplaires, il existe souvent une douleur discrète que l'extérieur ne comprend qu'à moitié. Une femme éprouvée physiquement ou nerveusement, moins présente peut-être dans la vie publique du foyer. Plus retirée, plus vulnérable. Change la lumière intérieure de la maison sans forcément à modifier l'image extérieure. Cela compte pour le contexte. Parce que le foyer Clutter n'est pas un emblème sans fissure, il est un foyer humain. Un lieu où la fatigue, le mal-être ou la mélancolie peuvent coexister avec l'ordre apparent. Les existences les plus respectées ne sont pas des surfaces lisses, elles sont traversées, comme toutes les autres, de vulnérabilités silencieuses. Bonnie n'est donc pas un simple élément décoratif de la famille idéale. Elle fait partie de cette vérité plus compliquée du foyer, où la solidité extérieure du père est l'effacement, plus douloureux de la mère composant un équilibre intime que seuls les proches perçoivent vraiment. Puis il y a les enfants. Nancy et Kenyon, qui incarnent chacune à leur manière le prolongement vivant de cette maison. Nancy, dans la mémoire collective. Prend rapidement une place presque insupportablement lumineuse, non pas parce qu'elle serait une invention sentimentale et plaquée après coup, mais parce qu'elle semble réunir tout ce que l'Amérique a aimé montrer d'elle-même, lorsqu'elle parlait de sa jeunesse, la grâce, l'activité, la gentillesse, le sérieux, la popularité sans arrogance, la capacité à être utile. Amy! Admirer sans cesser d'être simple dans une petite communauté. Une jeune fille comme Nancy rayonne naturellement. On connaît son visage, ses talents, ses habitudes, sa façon de parler aux adultes sans insolence, sa manière d'être présente à la vie locale. Elle n'est pas seulement la fille des Clutter. Elle est déjà
pour beaucoup, une figure du futur. Quelqu'un dont on imagine le parcours avec confiance. Quelqu'un qui appartient au paysage moral du lieu autant qu'à sa géographie. Canyon, place silencieux, place réserve dans l'imaginaire public, représente une autre versant de la jeunesse rurale. Celui du garçon encore information, attaché aux objets, aux mécanismes, à l'univers concret des fermes. À la présence paternelle comme modèle et comme cadre, lui a aussi porté en lui une promesse, peut-être moins éclatante aux yeux de la communauté, mais pas moins profonde. La maison des clôtures n'est donc pas seulement remplie de personnes, elle contient un avenir. Elle contient cette chaîne familière par laquelle une famille respectable se prolonge dans ses enfants et semble défier le temps. C'est cela qu'il faut sentir pour comprendre le choc du crime. Ce ne sont pas seulement 4 vies qui seront prises, c'est une continuité entière qui sera brutalement arrachée du monde. Le contexte de l'affaire inclut également la nature du Kansas lui-même, non comme toile de fond abstraite, mais comme climat moral, dans les plaines. Les sentiments de sécurité prennent une forme particulière. Ce n'est pas la sécurité sophistiquée des villes riches, ni la sécurité policière visible, ni la sécurité fondée sur le voisinage permanent des foules. C'est une sécurité née de la distance, de l'habitude, de la lisibilité apparente des hommes et des choses. On croit connaître le danger ici. On le situe dans les aléas économiques, dans les intempéries, dans la maladie, dans l'accident agricole, dans la faillite, parfois dans quelques voisins difficiles ou quelques jeunes hommes à la dérive. Mais on ne l'imagine pas facilement sous la forme d'une intrusion meurtrière venue de l'extérieur, visant une famille stable, entière, dans sa propre maison. Le foyer rural américain de cette époque s'appuie encore sur une idée très forte. Si l'on travaille, si l'on tient sa maison, si l'on mène une vie droite, alors le monde, sans être doux, reste fondamentalement intelligible. Il peut être rude, mais pas absurde. Il peut être cruel, mais pas arbitraire au point d'anéantir en une nuit une famille entière sans autre logique qu'une convoitise salée à une violence froide. C'est cette croyance qui sera détruite avec l'esclateur. Avant le crime, cependant, cette croyance structure les journées, on ferme la porte le soir avec confiance. On n'évite pas un état de siège, la propriété. Aussi vaste soit-elle, n'est pas ressentie comme une exposition, mais comme une extension naturelle de la vie familiale, les dépendances, les bâtiments agricoles, les chemins menant à la maison. Tout cela fait partie d'un monde ordonné par le travail, même le silence nocturne des plaines. Loin d'être perçu comme une menace, peut sembler protecteur. Il éloigne les tumultes, il enveloppe la maison. Il la sépare du reste, on entend mieux un moteur, mieux un chien, mieux on passe. On croit que cette audibilité défend, pourtant l'histoire montrera qu'un espace ouvert peut être aussi vulnérable qu'un quartier dense. Simplement autrement, le paysage de Holcomb, avec son horizon immense, n'est protégé de rien dès lorsque deux hommes décident de franchir les limites, morales que tout le reste de la communauté respecte encore. Car le contexte de l'affaire ne se limite pas au monde des clôtures, il comprend aussi, une approche lointaine, le monde de Richard Hickok et Perry Smith. Et c'est là que se loge la fracture la plus profonde. D'un côté, une maison réglée, prospère, lisible, de l'autre. Deux hommes faconnes par la dérive, la frustration. Les rêves de facilité, les blessures mal digérées, les impulsions violentes, l'incapacité à habiter la société autrement que comme une suite d'obstacles, de dettes, de humiliations et de fantasmes de revanche. Leur univers n'a rien de la continuité rassurante de Holcomb. C'est un univers mobile, instable, nourri de petites combines, de colères, de récits de prison.
de projets criminels qui paraissent parfois plus grands qu'eux-mêmes, mais auxquels ils s'attachent parce qu'ils n'ont plus grand-chose d'autre à quoi donner forme. Hickok et Smith n'appartiennent pas au même tissu moral que les Clutter. Ils entrent dans l'histoire comme des corps venus d'un autre bord du pays, d'une autre économie psychique, d'une autre manière de regarder la réussite des autres. Là où Herbert Clutter voit le fruit du travail, ils peuvent voir l'injustice de ce qu'ils n'ont pas. Ils placent exactement le prétexte commode à leur propre violence, là où la maison familiale incarne la continuité. Ils apportent le mouvement celle de la prédation, là où Holcomb repose sur la réputation. Ils avancent avec des identités tuées, des récits changeants. Une relation abîmée à la loi et à eux-mêmes, si contraste doit être installé avant que les crimes n'arrivent. Parce qu'il donne sa portée au drame, l'affaire Clutter n'est pas seulement un meurtre comme dans une ferme. C'est la collision entre deux Amériques, l'une enracinée, productive, morale and appearance, attachée à la propriété, à la famille, à la lisibilité des vies, l'autre flottante, marginale, impulsive. Traversée de ressentiment et d'imagination criminelle, ces deux mondes ne se rencontrent presque jamais dans la vie ordinaire, ou seulement de manière brève, utilitaire, sans catastrophe, mais quand ils se rencontrent sous la forme d'une intrusion nocturne, le résultat est plus qu'un homicide. C'est une violation symbolique d'un ordre national. Voilà pourquoi l'affaire immédiatement dépasse le simple cadre local. Les gens n'ont pas seulement pensé. Une famille a été tuée, ils en pensent. Souvent sans le formuler ainsi, si même les Clutter pouvant être anéantis chez eux. Alors quels sont restés-ils à toutes les protections morales auxquelles nous croyons encore? Le contexte. C'est aussi le dernier calmé. Si moment presque insupportable à évoquer particulier les plans de vie non avertis. La veille, les jours précédents. La maison continue comme toujours. On s'occupe des bêtes, des comptes, des trajets, des petites obligations scolaires ou sociales, Nancy sans doute SES activities. SES e-changes, ces gestes précis de jeunes filles organisées. Kenyan CS objects, CS touches. CS pensées plus secrets, Herbert planifie. Surveille, prévoit. Bonnie habite sa propre fatigue et sa propre place. Rien ne suggère une veille de massacre. C'est cette normalité qu'il faut tenir dans la main quand on raconte le contexte, parce qu'il se le donne sa profondeur à la suite. Le crime ne surgit pas dans une famille déjà au bord de l'abîme. Il tombe sur une maison en fonctionnement, sur une cellule vivante, sur des êtres qui s'apprêtent simplement à traverser une nuit ordinaire avant de reprendre le fil du lendemain. Dans les récits criminels, on parlait souvent du monde d'avant avec une sorte de nostalgie forcée. ICI, ce monde d'avant a une densité particulière. Il n'est pas parfait, mais il est cohérent. Il tient encore. Il porte en lui une confiance que le lecteur s'est déjà condamné. Mais que les Clutter possèdent jusqu'au bout, c'est ce qui rend leur histoire si poignante. Ils ne vivent pas dans l'ignorance d'un danger déjà signalé. Ils vivent dans la continuité normale de leur existence. Ils n'ont pas les outils mentaux pour imaginer que deux hommes puissent venir de loin, entrer dans leur maison et dissoudre en une nuit tout ce qui faisait d'eux une famille. La grandeur tragique de l'affaire se trouve là, dans cette disproportion entre l'épaisseur morale du foyer et la minceur dérisoire des motifs qui conduiront à sa destruction. À Holcomb, avant le drame. La vie est encore lisible, les chambres attendent. Les maisons tiennent, les familles se projettent. Les noms Clutter inspirent encore le respect simple que l'on accorde aux gens qui font bien ce qu'ils ont à faire. Personne n'imagine que cette même maison deviendra bientôt non seulement un lieu de deuil, mais un symbole national, un espace fouillé, photographié, interprété, raconté, de quoi.
Jusque dans la littérature, personne n'imagine que les ventes du Kansas passera bientôt sur une propriété où le travail quotidien aura été remplacé par le langage de la police, de la morgue et du scandale. Le contexte de l'affaire, en somme, est-ce que lui donne confiance enracinée? Confiance dans la maison, dans les noms, dans l'ordre du foyer, dans la valeur du travail, dans l'épaisseur protectrice des habitudes. Et c'est précisément parce que cette confiance paraît si fondée qu'elle rend le crime presque métaphysique dans son effet. Non pas seulement atroce, mais profondément désorganisateur. Il ne détruit pas seulement des vies, il détruit un récit collectif sur ce qu'elle a de sens. La réussite et la stabilité étaient censées garantir avant que les tueuses n'entrent dans la maison. Avant que l'Amérique ne découvre les corps, avant que le monde n'apprenne les noms de Richard Hickok et Perry Smith. Les clairs vivons encore dans cette histoire-là, une histoire de terreur, de discipline, de respect, de fatigue parfois, de jeunesse en devenir, de foyer solide au milieu des plaines. C'est cette histoire qu'il fallait d'abord voir, parce qu'elle est la matière même que la nuit va déchirer. Dans l'affaire Clutter, la victime ne laisse pas derrière elle un témoignage au sens ordinaire du terme. Il n'y a pas de survivante cachée derrière une porte. Pas de voix revenue du bord de la nuit pour décrire les visages, les gestes. L'odeur de la peau dans une pièce close. ICI. Le témoignage est brise avant même d'avoir pu devenir parole. Il faut donc l'aller chercher ailleurs. Dans les traces minuscules qu'une vie laisse avant d'être interrompue, dans les objets encore à leur place, dans les habitudes du jour précédent, dans ce que les voisins, les amis, les camarades, les proches savaient d'exclure et surtout de celles qui, dans la mémoire collective, a fini par apporter la lumière la plus immédiatement déchirante de cette maison, Nancy. Non pas parce que sa vie valait plus qu'une autre, ni parce que son visage mériterait davantage le souvenir, mais parce qu'elle semblait contenir, à elle seule tout ce que l'on croyait protégé dans une famille comme celle-là, la grâce ordinaire, l'utilité, la promesse nette d'un avenir qui ne demandait quoi se dérouler. Alors, quand on cherche le témoignage de la victime dans cette affaire, c'est souvent vers elle que l'on se tourne d'abord, vers sa dernière journée. Vers son emploi du temps, vers ces gestes si simples qu'ils paraissaient voués à l'oubli. Et qui deviennent après comme des reliques. Elle ne parlait pas depuis la presse. Elle parle depuis la vente. Depuis les dernières, heureuse personne ne savait encore quelles seraient les dernières. Il faut imaginer cette voix non comme un monologue impossible, mais comme une présence. Une manière d'habiter le monde avant qu'il ne se referme. On la voit dans la cuisine. Peut-être, ou dans une pièce de la maison où la lumière de fin de journée adoucit les angles. On la voit aller et venir avec l'assurance tranquille de ceux qui connaissent parfaitement leur foyer. Une maison de ferme n'est pas un décor abstrait. C'est une carte vivante que l'on porte en soi. On sait quelles matches grinçant. À quelle heure la lumière change dans les fenêtres où se trouvent les choses sans avoir besoin de penser. Quelles sont faites les portes quand elles se referment mal. De quelle manière la maison respire quand le vent passe sur les champs. Nancy connaissait le monde de la intimement, si n'est pas seulement la maison de ses parents. C'est la matière même de son adolescence, le lieu dans lequel sa manière d'être s'est formée. Avec ses réflexes, sa politesse, son goût du travail bien fait, son souci presque instinctif de rendre service, son témoignage, au fond, commence-là dans cette appartenance paisible au lieu. Dans le fait qu'elle ne traverse pas la maison comme une étrangère ou comme une enfant distraite, mais comme quelqu'un qui a sa place entière. Plus tard, quand le crime sera connu, ceux qui parleront d'elle n'évoqueront pas une jeune fille vague, lointaine. Presque fictive, ils évoqueront sa présence concrète. Sa manière de se tenir, sa façon d'être attentive.
le soin qu'elle apportait aux autres. On la dira appréciée. Active, compétence. Toujours engagée dans quelque tâche utile, dans quelque responsabilité locale. Dans ces activités de petites communautés où la valeur d'une personne se mesure moins, c'est qu'elle proclame quoi c'est qu'elle accomplit naturellement. Cette réputation n'est pas une vernis pose après la mort pour rendre le duel plus supportable. Elle fait partie de son témoignage véritable. Elle dit quel genre de jeune fille elle était au moment où elle s'est couchée pour la dernière fois. Une jeune fille dont l'existence semblait liée à la continuité des choses, à l'ordre de la maison. Aux attentes simples du lendemain, il y a dans cette image une douceur si ordinaire qu'elle devient presque insoutenable. Car rien n'est plus difficile à regarder que la banalité d'une vie juste avant sa destruction. Ce n'est pas la grandeur qui bouleverse les plus. C'est l'ordinaire intact, le dernier ruban touché. Le dernier cahier refermé, la dernière phrase dite à voix basse. Le dernier vêtement préparé pour le lendemain, le témoignage de Nancy. S'il faut lui donner une forme, est-ce disséminé dans ces détails-là? Dans les choses qu'elle a faites sans les sacraliser, dans la manière dont une jeune fille élevée avec sérieux termine sa journée sans imaginer que le monde cesse déjà de place vers elle dans l'obscurité. La maison, ce soir-là, ne lui dit rien d'inquiétant, elle lui offre encore ses repères habituels. Le père, la mère, le frère, les spices familières. Les tâches déjà remplies, la sensation que demain viendra avec son lot de gestes semblables. C'est cela, le témoignage des victimes dans les crimes domestiques sont survivants. La force poignante de la routine, on sait qu'elles n'ont pas pressenti. On sait qu'elles n'ont pas quitté le monde par une scène extraordinaire, mais par l'interruption brutale d'une continuité qu'elles tenaient pour acquise. Nancy, dans cette dernière soirée, ne peut pas parler du crime à venir, mais elle témoigne malgré elle de ce que ce crime va profaner. Une jeunesse ténue, une intimité protégée, un foyer respectable au milieu des plaines, un rapport au monde fondé sur la confiance. Son frère Kenyon laissé son témoignage d'une autre nature, plus discrète. Plus intérieure sans doute, mais tout aussi poignante. Chez les adolescents plus réservés, les traces sont souvent moins éclatantes aux yeux des autres. Pourtant, elles ne disent pas moins. Une chambre. Des objets, une manière d'être sûr sans être isolé. Un rapport plus concret, plus silencieux aux choses. Là encore, les témoignages ne prennent pas la forme d'une parole, mais d'une présence, le fil de la maison. Le garçon encore à l'âge où l'on n'a pas quitté l'enfance tout en commençant déjà à s'en détacher, celui qui habitait encore le monde paternel. C'est ça utile, sa logique. Peut-être son approbation recherchée, tout en construisant dans les secrets des pensées d'adolescentes que personne ne connaîtra jamais tout à fait. Dans les familles rurales, les garçons portent souvent très tôt une manière particulière de se tenir au réel. Ils apprennent à faire, à regarder, à repérer, à comprendre les objets, les bêtises, les gestes techniques du quotidien. Même s'ils demeurent timides ou rêveurs, ils grandissent dans son univers où la présence concrète au monde compte énormément. Kenyon appartient à elle. Son témoignage n'est pas dans ce qu'il aurait raconté plus tard, il est dans ce qu'il était déjà. Dans cette existence en devenir, encore abritée, encore cadrée, encore inscrite dans la continuité du nom Clutter. Herbert Clutter lui-même laisse son témoignage puissant, mais d'une autre matière encore. Il parle à travers la structure qu'il a donnée à la maison, à travers les comptes ténus, l'ordre des choses, la tenue du foyer. La confiance silencieuse avec laquelle un homme prospère et respecté s'endort dans sa propre maison au cœur du Kansas. Le père n'a pas besoin de longs discours pour témoigner de lui-même. Tout autour de lui le dit déjà, la propriété, la réputation, la manière dont sa famille vit.
La façon dont les noms clouteux résonnent dans la communauté, son témoignage réside dans ce qu'il a construit. Dans cette impression qu'il donnait d'avoir fait sa part avec sérieux, sans éclat inutile. Dans les affaires criminelles, on parle parfois trop vite des victimes comme si elles n'étaient plus que des visages dans un dossier. Or, un homme comme Herbert ne disparaît pas si facilement dans l'abstraction. Il est présent dans la discipline même du lieu. Dans l'idée d'un foyer tenu, dans cette confiance presque morale que la maison dégage avant d'être envahie. C'est peut-être pour qu'elle accueille sa mort choquera si profondément, parce qu'elle ne frappe pas seulement ton père. Elle le frappe une figure d'ordre, elle renverse. En une nuit, si qu'un homme a mis des années à établir. Bonnie Clutter, elle est. Témoigne autrement, plus discrètement peut-être. Plus douloureusement aussi, sa présence dans les récits ne peut pas se limiter à la silhouette effacée de l'épouse ou de la mère malade. Une femme souffrante, retirée. Fragilisée nerveusement ou physiquement, laissée souvent derrière elle est un témoignage d'autant, plus poignant qu'il est moins bruyant. Son existence habitait les pièces avec une sorte de douceur usée, de fatigue persistante. De lutte silencieuse contre quelque chose que le monde extérieur voit mal. Dans une famille respectée, la souffrance d'une mère reste parfois comme à l'arrière-plan. Dénuée dans une peut dire que la société rurale comprenne sans toujours la nommer. Pourtant, cette fragilité fait partie du foyer. Elle en modifie la lumière intérieure. Elle est une vérité domestique, non un détail secondaire. Bonnie témoigne donc à travers cette humanité-là, non pas la perfection d'une famille modèle, mais la complexité réelle d'une maison ou la force du père, l'énergie de la fille. La réserve du fils et la fatigue de la mère composent un équilibre. Le crime ne détruit pas une image idéale. Il détruit un ensemble plus subtil, plus humain. Plus vulnérable que la légende ultérieure ne le dira parfois, si l'on cherchait la voix des victimes dans cette affaire. Il faut donc écouter la maison entière avant la nuit, écouter le rythme du dernier jour, les conversations ordinaires, les déplacements, les petits services rendus, les pensées tournées vers demain. On imagine Nancy arranger quelque chose, aider, prépare, répondre. Sourire peut-être à une voisine ou à une camarade. On imagine Herbert vérifier encore un détail pratique. Soucieux comme toujours que les choses soient à leur place, on imagine Bonnie s'émouvoir dans sa propre fatigue. On imagine Kenyon dans sa chambre avec ses objets. Son monde intérieur, sa manière d'être la sans faire de bruit. Aucun de ces gestes n'a été accompli pour entrer dans l'histoire. Ils l'ont été parce qu'ils appartenaient à la vie normale. Et c'est précisément pour que la qu'ils deviennent, après le crime. Le témoignage le plus pur des victimes, la preuve qu'elles vivaient encore dans le monde de tous les jours au moment où d'autres hommes, de loin, approchaient déjà avec la violence dans la tête. Dans les affaires où personne n'a survécu pour raconter, les proches deviennent souvent les premiers dépositaires de cette parole manquante. Chacun se souvient d'un détail, d'une phrase, d'un vêtement, d'un projet, d'un rendez-vous prévu, d'une recette, d'un animal à soigner, d'un travail à rendre, d'une sortie, d'un geste tendre ou d'un mot banal. Tout cela prend une valeur presque insupportable après coup, parce que ce sont des fragments de vie qui n'alliant nulle part ailleurs que vers le lendemain. La mort, ici, ne coupe pas son existence déjà sur le bord d'un abîme visible. Elle coupe une ligne tranquille. Le témoignage de la victime est donc aussi que lui du futur interrompu. Nancy devait continuer à grandir, à être vue, connue. Amy, Kenyon devait passer d'un âge à l'autre. Herbert devait poursuivre sa route de fermier respect. Bonnie devait continuer à habiter sa propre lutte intime. Aucun d'eux n'avait atteint une sorte de point final dramatique. Ils étaient simplement encore en course. C'est encore un cours qui rend le silence si lourd, car dans chaque objet retrouve,
dans chaque habitude racontée par les autres, si n'est pas seulement les pas qui parlent. C'est le futur qui manque. Il faut aussi comprendre ce que signifie le témoignage d'une victime quand le crime a lieu dans un lieu aussi chargé moralement que la maison familiale. Une maison témoigne à sa manière. Elle garde les usages, les rythmes, les caractères. Dans le cas d'esclateur, tout indique l'ordre, la décence, la netteté. Cela compte énormément. Le témoignage des victimes n'est pas séparé du cadre dans lequel elles vivaient. Il y est inscrit. Quand on pénètre dans une chambre bien tenue, dans une pièce où les objets ont leur place, dans un foyer où l'on sent encore la discipline du quotidien. On comprend d'autres choses que le simple décor. On comprend que ceux qui vivaient la entretenaient avec le monde en rapport précis. Range, confiant. Un tel lieu démente à sa manière toute idée que le drame serait né d'un chaos intérieur déjà ancien. Non. ICI, les victimes témoignent par la structure même de leur vie. Elles n'étaient pas engagées dans une spirale visible de danger. Elles habitaient la normalité. Et c'est cette normalité, en Amérique, qui fut profondément blessée lorsque l'affaire fut connue, Nancy. Surtout, continue de parler à travers l'effet qu'elle produit sur ceux qui la décrivent. Il y a des victimes dont la mémoire demeure abstraite, d'autres dont le souvenir s'incarne immédiatement dans la vie quotidienne interrompue. Chez elle, c'est la seconde forme qui l'importe. On se la représente facilement en train d'écrire, d'aider, d'aller, de revenir, de répondre avec gentillesse, de participer à la vie locale. Son témoignage est dans cette animation simple, dans cette manière d'avoir été pleinement présente au monde, non dans le grandiose, mais dans l'utile et le gracieux. Il ne faut pas romancer cela à l'excès. Le respect consiste justement à ne pas la transformer en icône vide. Elle n'était pas une image. Elle était une jeune fille réelle. Avec ses habitudes et ses scouts. Et ses fatigues, ses attentes. Sa manière propre d'être heureuse ou contrariée, c'est cette réalité-là qui doit affleurer. Car place elle est réelle. Place la violence du crime apparaît dans ce qu'elle a vraiment détruit. Le témoignage de la victime, ici, n'est pas un discours sur la peur, c'est un discours involontaire sur la vie. Une vie encore entière quelques heures avant le massacre, une vie qui ne demandait rien d'extraordinaire. Qui voulait simplement continuer. C'est peut-être cela qui rend cette partie de l'affaire si difficile à écrire sans tomber dans l'emphase. On ne peut pas faire parler les morts comme s'ils avaient laissé des phrases prêtes pour le récit. On ne peut pas leur prêter une lucidité dramatique qu'ils n'ont pas eue. Puisqu'ils ignoraient l'approche de leurs assassins, mais on peut écouter ce qu'ils ont laissé dans le monde. Une manière d'habiter une piste, une réputation. Une agenda de journée, une tenue pliée. Un objet personnel, une présence encore chaude dans la mémoire des autres. Cela demande une autre forme d'attention, plus humblette, plus grave. Au lieu d'inventer une confession, on recompose une intimité. Au lieu de faire dire à Nancy ce qu'elle n'a jamais pu dire, on regarde ce qu'elle décide déjà par sa façon de vivre. Et ce qu'elle décide est limpide, confiance, jeunesse, décence. Avenir, si sont précisément ces mots que la nuit viendra contredire avec une brutalité absolue. Lorsque plus tard l'Amérique lira l'histoire des Clutter, beaucoup verront dans Nancy le cœur émotionnel de la tragédie. Parce qu'elle semblait représenter la partie la plus lumineuse du foyer. Mais il faut tenir ensemble toutes les voix manquantes. Celle du père, fermée et continue. Celle de la mère, plus effacée. Plus fragile, mais non moins réelle. Celle du fils, discrète. Presque tenuée dans l'ombre de la maison, et celle de la fille. Vive, claire. Immédiatement aimée, ensemble.
Elles composent le vrai témoignage des victimes, celui d'une famille entière vivant dans l'ordre du quotidien jusqu'au moment où cet ordre fut attaqué de l'extérieur par deux hommes qui n'y appartenaient en rien. Ces témoignages ne disent pas comment le crime se déroule, ils disent mieux parfois. Si que le crime a suprême, ils disent la température morale d'une maison avant la profanation. Il dit la confiance avec laquelle on refermait une porte le soir dans les plains du Kansas quand on porte un homme respecté et que l'on croit encore sans même y réfléchir. Que les mœurs suffisent, il dit l'innocence non pas au sang naïf, mais au sang domestique, la certitude que demain viendra. Voilà ce que les victimes témoignent dans le silence. Voilà ce que leur vie racontait avant que leur mort ne prenne toute la place. Et c'est peut-être cela, dans l'affaire Clutter, qui brise encore aujourd'hui ceux qui s'y attardent vraiment. Il n'y a pas de dernière déclaration memorable. Pas ici où la victime désigne son bourreau avant de tomber. Il n'y a que des vices ordinaires. De ces maintenus qui témoignent de leur propre valeur par toutes ces qu'elles ont été jusqu'à la veille. Le plus grand cri de cette affaire sort précisément de ce silence-là, un silence rempli de gestes simples, de projets modestes, de travail bien faits, de jeunesse vivante, de fatigue domestique, d'amour familial plus démonstratif mais profond, un silence qui, après le crime, devient plus accablant que n'importe quelle phrase. Parce qu'il nous oblige à regarder en face non seulement la mort, mais la vie interrompue dans ce qu'elle avait de plus digne et de plus ordinaire. L'incident, dans l'affaire Clutter, n'a rien d'un éclat soudain venu fissurer une soirée déjà trouble. Il n'arrive pas dans une maison tendue par les disputes, ni dans un foyer où la pire aurait déjà pris place depuis des semaines. Il vient du dehors. Porté par deux hommes qui avançaient dans la nuit comme on avance vers un, peut qu'on s'est rendu acceptable la force de le retourner dans sa tête. C'est cela qu'il faut comprendre d'abord. Le massacre de Holcomb ne commence pas par une explosion émotionnelle à l'intérieur de la maison, mais par une intrusion. Une intrusion pensée, transportée sur des kilomètres, nourrie par une idée sordide qui, dans l'esprit des deux hommes, a fini par prendre la forme d'une possibilité presque simple, quelque part. Avant d'atteindre la propriété Clutter, Richard Hickok et Perry Smith roulant dans la nuit du Kansas avec cette résolution particulière des hommes qui ont déjà franchi une, même une frontière. Le paysage autour d'eux est vaste, presque nu. Traversé par le vent, les routes longues, les phares qui ouvrent un tunnel blanc dans l'obscurité, rien ne les presse de l'extérieur. Aucun tumulte, aucun cri, aucune nécessité vitale ne les pousse. La violence ne surgit pas comme une improvisation désespérée. Elle voyage avec eux comme peut-être en apparence, mais déjà installée dans leur projet comme une seconde dépôt. Le plus dérangeant dans ce genre d'incident, c'est souvent cette distance entre la tranquillité du décor et la noirceur de l'intention. La route du Kansas, la nuit profonde, les terres plates, les fermes disséminées dans le noir, tout semble appartenir à un monde trop large. Trop simple, trop exposé pour contenir un tel basculement. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace-là que deux hommes approchent une maison familiale avec l'idée de la violer dans son intimité la plus totale. Ils ne viennent pas en visiteur, ils ne viennent pas régler un différend. Ils viennent chercher quelque chose, et si quelque chose ne est déjà plus seulement de l'argent. C'est le pouvoir que donne l'éruption, la domination brutale d'un espace protégé. La possibilité de transformer en quelques minutes la confiance des autres en terreur pure. L'incident commence donc bien avant qu'une porte ne soit ouverte. Il commence dans la voiture, dans les conversations basses, dans les justifications internes, dans la manière dont le fantasme du gain se mêle à une disponibilité croissante à la violence. Il faut imaginer le contraste absolu entre, d'un côté, la maison des Clutter qui s'endort dans son ordre habituel, E.T.
De l'autre, c'est du homme qui s'en rapprochant avec le désordre dans le corps. Chez les clutters, la nuit n'est encore que la suite logique d'une journée de travail. Des fatigues, des routines familiales. Chacun a rejoint ses habitudes. Le père a certainement fermé la journée dans cet état d'esprit pratique des hommes qui pensent encore à ce qu'il faudra faire demain. La mère habitait sa propre fatigue, sa propre fragilité. Nancy et Kenyon entrent dans le sommeil avec les pensées normales de leur âge, peut-être inachevées, peut-être légères, peut-être déjà tournées vers le lendemain. Rien dans les mœurs, dans les chambres, dans les objets, ne prépare la maison à l'arrivée de deux hommes armés. C'est cela que toute intrusion criminelle est révélée avec une cruauté particulière. Un foyer n'est pas conçu pour se défendre contre la volonté pure de ceux qui ont décidé d'en faire un terrain de chasse. Quand Hickok et Smith atteignent la propriété, la maison ne leur oppose d'abord que sa tranquillité, une tranquillité qui, pour ceux qui la contemplent de l'extérieur avec des intentions violentes, peut presque prendre la forme d'une invitation. Les maisons endormies ont cette innocence visuelle qui devient insupportable quand on sait ce qui va leur être fait, une fenêtre sombre. Une école silencieuse, le monde rural tout autour. Si vaste qu'il semblait tenir les autres hommes à distance, cette impression de séparation, qui d'ordinaire protégeait psychologiquement ceux qui vivent là, travaille aussi en faveur des intrus. Dans les plaines, on peut être au milieu de nulle part. Dans certaines circonstances, cela signifie être seul sans cause immédiate. L'espace lui-même devient complice de la violence à venir. Il absorbe les bruits. Il étire les distances. Il transforme le foyer en îlot vulnérable. Les deux hommes entrent. Les gestes précis importent moins ici que sa signification morale. Franchir ces seuils, c'est commettre déjà bien plus qu'une violation des propriétés. C'est s'autoriser à pénétrer dans la part la plus sacrée d'une vie familiale où une maison de nuit n'est pas un simple bâtiment. C'est un ensemble de corps à longues, d'objets personnels. Des respirations, des rêves, des fatigues, des relâchements. On n'entre pas dans un tel lieu armé sans décider d'avance que la peur des autres compte moins que son propre projet. Le crime commence là. Dans cette hiérarchie monstrueuse imposée au monde, leur désir, leur fantasme, leur frustration passent avant la sécurité. La dignité et la vie de ceux qui dorment. Les premiers instants à l'intérieur ont dû être marqués par cette qualité de silence que connaissent toutes les maisons endormies. Un silence organique, habit. Fait de souffles, de bois qui travaillent, de chaleur retenue, de langueur. Des pénombres, c'est dans ce silence que les intrus se déplacent. Et c'est ce silence qu'ils vont briser non pas d'un coup unique, mais en le transformant peu à peu en silence de contrainte. Le père est probablement le premier saisi dans la logique de la domination, dans beaucoup de crimes d'intrusion. La structure familiale est immédiatement perçue par les agresseurs comme une carte du pouvoir, neutraliser celui qui incarne l'ordre du foyer. C'est déjà prendre la maison tout entière, Herbert Clutter. Homme respecté, méthodique. Maître de sa propriété, devient soudain un homme réveillé dans la nuit par la présence absurde de deux étrangers armés. Il n'a pas le temps de convertir son esprit aux règles nouvelles imposées par la violence. Aucun père de famille honnête ne se couche en se préparant mentalement à négocier avec des prédateurs. Il doit comprendre en quelques secondes ce que ces hommes violents, mesurer le danger pour sa femme, pour ses enfants, essayer peut-être de gagner du temps, de calmer, de répondre. Tout en voyant le cadre moral normal du monde se dissoudre devant lui, l'incident, ici, n'est pas seulement une suite d'actes physiques. C'est une destruction accélérée de l'intelligibilité. Herbert vit dans un monde où les hommes travaillent. Échangeant, commandant, payant, se saluant. Se disputant éventuellement, mais selon des codes lisibles.
En face de lui se tiennent deux hommes qui ont suspendu CS codes. Leur présence dit une seule chose. Cette nuit, dans cette maison, nous remplaçons la loi ordinaire par notre caprice armé. C'est cela qui constituait le cœur de l'incident. La prise de possession brutale de l'espace familial par des hommes venus d'un autre univers moral. Très vite. La maison change de nature. Les chambres ne sont plus des lieux de repos, mais des espaces de contrôle. Les portes ne protègent plus, elles compartimentent la peur. Les couloirs deviennent des lignes de contrainte. Les corps des membres de la famille ne s'appartiennent plus. Ils sont des places, surveillés, assigned, pris dans la volonté des intrus. Le rythme du foyer, construit depuis des années sur le travail. L'affection retenue, les habitudes et les rôles de chacun. Est remplacé en quelques minutes par le rythme des ordres, des déplacements forces, des menaces et de l'attente. Il faut imaginer ce que cela signifiait pour Nancy et Kenyon. Ils ne vivent pas un danger diffus, extérieur. Situés à distance dans quelques récits policiers, ils le vivent à l'intérieur même du monde qui leur était le plus familier. Leur maison ne les protège plus. Le père, qui d'ordinaire organise et sécurise, est lui-même soumis. Les objets autour d'eux n'ont plus leur sens habituel, l'élite, la lampe, la porte, les vêtements. Tout devient le décor d'une terreur immédiate. C'est ce que l'on oublie parfois lorsqu'on raconte les massacres domestiques de manière trop sèche. Ils n'anéantissent pas sur les mentes vies. Ils retournent les lieux de la vie contre ceux qui les habitent. Perry Smith et Richard Hickok ne sont pas identiques dans leur présence. Mais ils avancent cette nuit-là comme deux faces d'une même décision. Il y a souvent, dans les crimes commis en duo, une dynamique trouble faite de renforcement mutuel, de déplacement de la culpabilité, de partage implicite des rôles et des responsabilités. Chacun permet à l'autre d'aller plus loin. La violence circule entre eux comme un courant. Aucun n'est contraint par une main supérieure. Chacun trouve dans la présence de l'autre une justification supplémentaire pour continuer. C'est cette mécanique qui rend l'incident particulièrement effrayant. La famille Clutter n'a pas affaire à un homme seul, susceptible peut-être d'hésiter plus longtemps dans sa solitude morale. Elle a affaire à deux hommes qui se soutiennent mutuellement dans la transgression, même si l'un paraît plus nerveux, plus instable, plus dominant dans le projet initial, et l'autre plus opaque, plus intérieurement cassé, plus imprévisible ensemble. Ils fomentent une pression presque irréelle sur le foyer. Les Clutter deviennent les prisonniers d'un tête-à-tête impossible avec deux volontés hostiles que rien n'oblige désormais à la mesure. On sait qu'au cœur du projet se trouve l'idée d'un butin, d'un sommet espéré, d'une sorte de récompense matérielle qui aurait justifié l'expédition. Mais très vite, l'incident dépasse cette rationalité sordide, car lorsque les intrus découvrent que la réalité ne correspond pas à leur fantasme, lorsqu'il devient clair que la maison ne contient pas ce qu'ils ont imaginé, il reste encore une possibilité humaine de renoncement, de fuite, de retraite. C'est là que l'on mesure ce qu'ils sont vraiment. Ils auraient pu partir. Ils auraient pu ne laisser derrière aucune terreur, un volume, un souvenir traumatique. Au lieu de cela, ils choisissent d'aller plus loin. Et ces choix transforment définitivement l'intrusion en massacre. Le moment précis où l'espoir du gain s'effondrait de la violence, au lieu de se replier. Ce dossier est l'une des plus terribles de toute l'affaire. Il révèle qu'à partir d'un certain soul, la logique des deux hommes n'est plus celle du besoin ou même du banditisme. Elle devient celle d'une domination totale qui ne supporte pas de laisser derrière elle des témoins vivants, mais qui charrie aussi quelque chose de plus sombre. Le goût d'écraser l'ordre qu'ils ont sous les yeux. Herbert Clutter. Avec sa réussite paisible, sa maison ténuée, sa famille disciplinée, représente toutes ces qu'ils ne sont pas et ne seront pas.
La nuit les place face à cette image d'une stabilité qu'ils n'ont pas su construire. Et plutôt que de reculer devant elle, ils la profanent. Si passage la donne au crime sa profondeur psychologique. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent raté, c'est une collision entre deux mondes, dont l'un choisit de détruire l'autre parce qu'il ne peut ni l'atteindre ni le devenir. À mesure que l'incident progresse, la maison cesse d'être seulement envahie. Elle est réordonnée par la violence. Chaque membre de la famille est pris séparément dans cette réorganisation monstrueuse. Le père n'est plus le centre moral du foyer, mais un homme neutralisé. La mère n'est plus protégée par son statut domestique, ni même par sa fragilité. Les enfants ne sont plus dans l'âge de l'abri. Tous deviennent des vies à la merci des décisions prises par des étrangers armés. Et le plus effroyable, c'est sans doute la durée intérieure de ces instants. Mais merci, en temps réel. Les événements se succèdent avec une rapidité terrible. Ils ont dû paraître infiniment plus longs que les vivaillantes. Dans les situations extrêmes, le temps se déforme. Chaque ordre, chaque déplacement, chaque réponse, chaque silence peut sembler contenir à lui seul une éternité de pure. On ne pense plus en heures ni en minutes, on pense en souil de menace. En regards, en voix, en armes, en attentes. La nuit devient une matière compacte. Il n'y a plus de dehors. Plus de voisins, plus de plaines, plus d'horizon, plus de Kansas. Il n'y a plus que l'intérieur du cauchemar. C'est cela aussi. L'incident, la réduction du monde entier à une série de pièces fermées, de visages sous tension et de décisions prises par deux hommes qui tiennent la mort dans leurs mains. Lorsque les meurtres sont commis, la maison bascule définitivement de l'ordre du foyer à celui de la scène de crime. Mais ces basculements ne s'accompagnent d'aucune grandeur dramatique. Il n'y a pas de lumière expressionniste. Pas de grands discours, pas de gestes mythiques. Il y a seulement la brutalité nue d'une famille éliminée dans son propre espace. Et c'est cette nudité qui rend l'incident presque insupportable à raconter. Tout ce que la maison contenait de quotidien, de familier, de juste assez imparfait pour être humain, est désormais traversé par une violence sans mesure avec les motifs de départ. On comprend alors que les deux hommes ne sont plus dans le crime utilitaire, mais dans quelque chose de plus abyssal. La destruction pour solder leur propre impasse intérieure, leur propre ressentiment, leur propre vide. Mais après les meurtres, l'incident ne s'arrête pas immédiatement dans sa signification. Les tueurs repartent. Ils quittent la maison, reprennent la route. Laissant derrière eux non seulement des corps, mais un silence neuf. Place et pays que tous les autres silences de la plaine, un silence de catastrophe. La maison, vue de l'extérieur, reste probablement semblable et elle est même pendant encore quelques heures. C'est l'une des cruautés les plus profondes de cette histoire. Le mal n'a pas besoin de faire éclater les murs. Il peut laisser intacte l'apparence du foyer tout en l'ayant vide de sa substance humaine. Les chambres sont toujours là, le ciel aussi. La route passe toujours non loin, et pourtant, à l'intérieur, une famille entière a été retirée du monde. L'incident, au sens le plus fort, est donc cette conversion brutale d'un lieu d'ordre en tombeau familial, une conversion accomplie non par un destin abstrait, mais par deux hommes venus dans la nuit avec l'idée de tirer profit d'un foyer respectable et qui, en découvrant le vide de leur fantasme, on décide de remplir ces vides avec la mort. Voilà ce qui fait de cette nuit de 1959 à Holcomb un point de rupture si profond. Ce n'est pas seulement qu'un crime y a été commis, c'est qu'un modèle même de sécurité américaine y a été envahi. Humilié, détruite de l'intérieur. Une maison de fermier prospère, au milieu des plaines. Un père reconnu, une mère fragile. Une fille lumineuse, un fils discret.
Tout cela semblait appartenir à une continuité paisible. 2 hommes ont suffi à transformer cette continuité en ruine morale. Et quand le jour viendra, quand la communauté découvrira l'étendue du drame, ce ne sera pas seulement la nouvelle de 4 morts qui se répandra, ce sera la nouvelle qu'une maison comme celle d'Esclute, dans un endroit comme Holcomb, pouvait être traversée par le horreur jusqu'à son point le plus absolu. Et l'incident dans cette affaire n'est donc pas un simple épisode de violence, il est le moment exact où la confiance rurale dans la maison. Les noms de la décence cessent de suffire, il est la nuit où l'Amérique profonde apprend. Dans le sang, que le mal n'a pas besoin d'habiter les marges visibles pour frapper. Il peut venir de la route, s'arrêter devant une maison qui dort, pousser la porte et décider, avec une foi Dieu inimaginable, que plus rien de vivant ne sortira intact, les gens n'entrent pas dans la maison d'Escluter comme une délivrance. Il n'y a pas, si matin-là, de lumière consolatrice capable de repousser la nuit comme on chasse un mauvais rêve. L'aube arrive avec sa logique ordinaire. Presque insultante dans sa fidélité au monde, le ciel du Kansas pâlit. L'horizon commence à se dessiner avec cette netteté froide propre aux plaines. L'air gardait encore quelque chose de la nuit mais annonce déjà la suite du jour. Les routes reprennent doucement leur existence silencieuse, et la propriété d'Esclute se tient là, sous cette lumière neuve, exactement comme elle devrait se tenir n'importe quel autre matin. C'est cela qui rend la scène plus terrible encore. Rien. Vu de loin, ne signale immédiatement le cataclysme. La maison n'a pas brûlé, les murs n'ont pas éclaté. Les chambres n'ont pas changé de couleur, la cour ne hurle pas. L'ordre extérieur demeure. Et pourtant, à l'intérieur, tout a été brisé d'une manière si totale que le lieu, lui, même semble avoir cessé d'appartenir à la vie avant même que les premiers regards n'en prennent pleinement la mesure. La scène de crime, dans une affaire comme celle-ci, n'est pas seulement un espace où l'on relève des preuves, c'est un foyer devenu irréel. Une maison dont chaque pièce porte encore la forme du quotidien mais dont le sang a été renversé pendant la nuit. Les premières scènes approchées n'entrent pas dans un décor spectaculaire. Ils entrent dans une absence de voix, d'activité, de circulation normale. Une absence si lourde qu'elle finit par produire presque une présence en retour, quelque chose de fixe, de dense, de normal. Comme si l'air lui-même s'était dépassé autour de ce qui a eu lieu. Les maisons de femmes ont une respiration propre. Même au repos, elles conservent les traces d'une vie organisée. Une porte qu'on ouvre à heure fixe, des pas dans un couloir. Une cuisine qui se remet en mouvement. Des gestes précis accomplis sans y penser. Quand ces rythmes manquent tout à coup, quand la maison ne répond plus selon son habitude, le silence ne ressemble plus au repos, il ressemble à une interruption. Avant même la découverte complète, il y a aussi premier malaise. Cette perception encore confuse que quelque chose ne colle pas, que le monde a déraillé sans laisser de marques, visibles sous sa façade. Puis la réalité se laisse approcher par fragments. Une épice, une porte, un détail trop immobile. Une sensation immédiate que l'ordre apparent n'est qu'un peu tendu au-dessus de l'horreur dans les grandes scènes de crimes domestiques. L'esprit humain résiste souvent par étapes. Il ne comprend pas tout d'un bloc. Il commence par remarquer un objet à une place étrange. Une réponse qui ne vient pas. Une atmosphère trop fixe. Puis il voit, et si qu'il voit ne s'inscrit plus dans aucun cadre ordinaire. La maison d'Escluter, si matin-là, offre précisément cette expérience. Elle présente encore les formes du foyer. Mais ce foyer a été vide de sa confiance, de sa circulation. De sa promesse de continuité, il n'est plus un lieu de vie. Il est devenu un ensemble de pièces où la mort impose sa logique pendant la nuit. Les premiers indices ne parlent pas seulement de violence. Ils parlent aussi de méthode, de déplacement.
de domination. Très vite, ceux qui découvrent comprenant qu'ils ne sont pas en présence d'un accident, ni d'une dispute qui aurait dégénéré, ni d'un geste isolé et en contrôle. Il y a dans la disposition même des lieux, dans la manière dont les corps sont retrouvés dans l'état général de la maison, la trace d'une intrusion structurelle. Quelqu'un est venu de l'extérieur. Quelqu'un a imposé sa volonté. Quelqu'un a traversé les pistes non comme un invité, ni comme une voisine en difficulté, mais comme une force hostile venue transformer le foyer en territoire occupé. Cette compréhension s'installe avec une brutalité froide. La scène n'exige pas seulement qu'on la regarde. Elle oblige qu'on la lise, aussi qu'elle raconte. Dès les premiers instants, dépasse de loin le drame intime. Elle est dit qu'une famille entière était prise au piège dans sa propre maison, que la confiance du lieu a été retournée contre ceux qu'elle devait protéger, et que la violence n'a pas frappé à l'aveugle dans un mouvement de rage indistinct, mais avec une suite de décisions concrètes dont chaque pièce conserve la marque. Dans une maison comme celle de Clutter, les objets eux-mêmes deviennent presque des témoins. Non pas parce qu'ils parlent, bien sûr, mais parce qu'ils demeurent là où la vie les avait laissés avant que tout ne bascule. Une chaise, un vêtement, un élément de mobilier, une couverture, un objet domestique reste à sa place comme s'il attendait encore le geste qui devait le reprendre. Ce genre de détails pèse énormément dans les scènes de crimes familiales. Il montre ce que la violence a interrompu. Il rappelle que quelques heures plus tôt, ces pièces appartenaient encore à la régularité rassurante des habitudes. On n'entre pas dans ces chambres comme on entre dans des espaces abstraits. On y entre en sentant encore la proximité de ceux qui y vivaient. Et c'est précisément cette proximité qui rend la destruction presque insoutenable. Le drame n'a pas eu lieu dans un terrain vague ni dans un lieu sans mémoire. Il a eu lieu au milieu des preuves modestes d'une vie ténue, et plus le foyer semblait ordonné. Plus sa profanation devient visible, les premiers intervenants, policiers ou membres de la communauté entraînés malgré eux jusqu'au seuil de l'horreur, doivent alors faire ce que toute scène de crime exige et que le cœur refuse pourtant. Tenir ensemble l'effort humain et l'attention méthodique, il faut voir ce qui se passe sans détourner les yeux. Il faut commencer à comprendre avant même que la stupeur ait cessé de serrer la gorge. Dans la maison des Clutter, cette nécessité est d'autant plus lourde que rien n'est neutre. Chaque pièce appartient à une famille connue, estimée, insérée dans le tissu moral de Holcomb. On n'observe pas des inconnus dans un décor anonyme. On découvre la chute absolue d'un foyer que tout le monde croyait lisible. Protégé, stable. Voilà pourquoi la scène de crime déborde immédiatement son rôle judiciaire pour devenir une blessure collective. En la regardant, les enquêteurs ne voyant pas sur les mains des faits, ils voyant la déchirure d'un monde local. Très tôt, certains indices s'imposent par leur caractère matériel. Les axes de la maison sont examinés. Comment les intrus sont-ils entrés? Qu'est-ce qui a cédé? Qu'est-ce qui a été ouvert? Franchi, manipulé. Dans toute affaire d'intrusion meurtrière, la question du seuil est fondamentale. Le seuil dit déjà presque tout, l'origine du mal, la nature de la violation, la manière dont le déhors s'est introduit au cours du dédance. Ici, l'enquête comprend vite qu'il n'y a pas eu simple opportunité ni du hasard d'une porte mal fermée. Il y a eu intention, il y a eu approché. Il y a eu décision d'aller jusqu'à cette maison précise. Cette idée, visible à travers la scène elle-même, change immédiatement la direction du regard policier. Le crime n'est pas seulement atroce, il est préparé dans son principe. Les meurtriers ne se sont pas égarés là. Ils sont venus, les pièces, de leur côté, livrant des indices de contrainte. On devine les déplacements imposés, les trajectoires de la peur.
La manière dont le foyer a pu d'être un lieu de circulation libre pour devenir une carte de domination. La chambre des parents n'est plus seulement une chambre. Celle des enfants non plus. Chacune contient désormais non seulement la trace de la présence humaine qui l'habitait, mais celle de l'intrusion qui l'a soumise. C'est ce qui distingue une scène de crime domestique profonde d'un acte de violence plus bref. L'espace tout entier semble réécrit par le passage du mal, les distances entre les pistes changeant de son. Les portes ne séparent plus des zones de repos, mais des étapes dans une progression criminelle. Même le silence du matin participait à cette lecture. Il ne repose plus sur le sommeil ou la fatigue. Il repose sur l'arrêt total des voix familiales, sur l'absence définitive de ceux qui auraient dû répondre. Marcher, Appeler, Sliver, dans la lumière croissante du Kansas. Cette maison immobile devient l'un des spectacles les plus terribles qui soient. Un intérieur reste presque intact dans ses formes, mais entièrement vidé de son ordre vivant. Les premiers indices, bien sûr, ne sont pas uniquement atmosphériques. Les enquêteurs cherchent déjà ce qui pourra conduire vers ceux qui ont fait cela. Traces, contacts, objets déplacés, signes laissés par les auteurs. Tout ce qui permettrait d'arracher l'affaire à la seule horreur pour la faire entrer dans le langage des preuves. Mais dans les premières heures, avant même que l'intelligence policière n'assemble ces éléments, la scène produit déjà une intuition centrale. Le mobile apparent ne suffit pas à expliquer la profondeur de la destruction. Il est possible qu'on ait cherché de l'argent. Il est possible qu'un projet de volume ait été au point de départ. Pourtant, la maison racontait autre chose aussi. Elle racontait un franchissement supplémentaire. Un moment où la volonté de repartir, avec quelque chose à la place celle de n'épargner personne. Et ce basculement se lit moins dans ces mots que dans la totalité du résultat. Une famille entière supprimée, aucune voix restante. Aucun hasard salvateur, une telle scène. Dès les premiers regards, signal que l'on n'a pas affaire à un simple cambriolage mal tourné au sens banal. On a affaire à une violence qui, à un moment donné de la nuit, a décidé que la suppression complète du foyer faisait partie de sa logique. Cette compréhension fit les visages et durcit les procédures. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui est entré. Il faut comprendre pourquoi l'intrusion s'est achevée dans l'anéantissement. Oh Holcomb, cette scène de crime a aussi quelque chose de presque insoutenable parce qu'elle est regardée dans un paysage de clarté. Le Kansas n'offre pas la pénombre urbaine qui, parfois, absorbe un peu la brutalité et l'annoyance dans le bruit du monde. Ici, tout est net, le ciel, les champs, les routes. La propriété elle-même, le contraste entre cette netteté extérieure et ce que contiennent les pièces renforce encore l'impression de profanation. La lumière n'adoucit rien, elle le révèle. Elle oblige les vivants à regarder les conséquences nocturnes d'un acte que l'immensité paisible de la plaine semblait devoir exclure. C'est peut-être pour cela que l'affaire a si profondément marqué l'Amérique. La scène de crime ne montrait pas seulement 4 morts, elle ne montrait qu'une maison bien dénuée. Au milieu d'un territoire associé à la stabilité et au travail, pouvait devenir en quelques heures un lieu de massacre absolu. Les premiers indices s'étendent aussi au cercle social, car une maison comme celle des clôtures n'évite pas un vase clos au sens moral. Elle appartient à une communauté, dès les premiers moments. La question surgit presque naturellement, qui pouvait vouloir cela à cette famille? Qui saurait-il un motif? Qui connaissait la maison? Qui savait quelque chose sur les habitudes d'Herbert Clutter, sur sa réputation? Sur son argent suppose, sur la disposition de la propriété? La scène elle-même, sans encore répondre. Pose ces questions avec violence si l'on est venu jusqu'ici. Ce n'était pas pour tomber par hasard sur une maison anonyme, c'était pour atteindre l'esclateur. Et cette précision du choix transforme chaque détail retrouve un élément,
possible d'un parcours criminel commence bien avant l'entrée dans la maison. La scène devient alors le centre d'un double mouvement vers l'intérieur où l'on lit la succession des gestes meurtriers, vers l'extérieur où l'on cherche déjà la chaîne d'informations, de fantasmes ou de conversations qui a pour mener de hommes jusqu'à ces foyers précis. En cela, la scène de crime ne se contente pas de parler du passé immédiat. Elle ouvre déjà sur l'enquête entière. L'un des aspects les plus poignants des premiers indices tient à leur banalité tragique. Souvent, dans les grands crimes, le public imagine des révélations extraordinaires, des scènes flamboyantes, presque théâtraux. Mais la vérité des premières jures est généralement plus humble et plus terrible. Une disposition anormale, une absence inexpliquée, des liens, une corde, peut-être un objet, une trace d'un trait, des éléments qui, plus séparément, pourraient sembler presque pauvres, mais qui, ensemble, composent une architecture implacable, ICI. Cette architecture dit avant tout la vulnérabilité absolue du foyer face à des hommes déterminés. Elle dit aussi la solitude de la famille dans cette nuit-là. Aucun secours immédiat, aucun témoin extérieur. Aucune voix pour interrompre la progression du crime. Le matin, quand la scène est enfin ouverte au regard des autres, il ne reste que cette vérité nue. Entre la maison et le reste du monde, il y a eu pendant quelques heures une obscurité complète où tout a pu être décidé sans que personne ne vienne briser le cours des choses. Pour les policiers, cela signifie que la maison doit être examinée avec une attention presque douloureuse. Chaque détail compte parce qu'il est possible qu'aucune parole vivante ne vienne combler les vides. Il n'y a pas de survivants. Pas de témoin intérieur. La scène doit donc parler davantage que dans d'autres affaires. Elle doit dire si qu'aucune voix ne peut plus raconter. C'est pourquoi les premières relèves, les premières photographies, les premières hypothèses prennent un poids si énorme. On ne travaille pas seulement contre l'oubli, on travaille contre le silence absolu laissé par l'extermination d'une famille. Dans cet effort, la maison elle-même devient un dossier vivant. La chambre d'Herbert parle différemment de celle de Nancy. L'espace du fils ne dit pas la même chose que celui de la mère. Chaque épice conserve la silhouette de la personne qui la habitait. Et c'est ce qui rend la lecture des indices si lourde humainement. On ne reconstitue pas des gestes dans un vide neutre, on reconstitue l'écrasement progressif d'une cellule familiale concrète. Le père d'abord comme centre d'autorité vise et neutralise la mère dans sa fragilité silencieuse. La fille dans sa jeunesse lumineuse, le fils dans sa réserve encore adolescente. Toute la violence du crime se reflète dans si simple fait. La scène de crime est aussi une cartographie du foyer détruit. À mesure que la matinée avance, la maison cesse peu à peu d'être seulement un lieu de foyer privé pour devenir le point fixe d'une affaire nationale à venir. Mais dans ces premiers instants, avant la célébrité, avant les théories, avant même les noms de Richard Hickok et Perry Smith dans la bouche de la justice, il n'y a encore que cela, une maison claire sous le ciel du Kansas. Un ordre domestique pulvérise et des indices qui s'accumulent avec la gravité des choses muettes. Un foyer que nous transformons en archive de la nuit, les premiers policiers. Les premiers regards, les premiers gestes méthodiques ne font pas que lancer une enquête. Ils accomplissent aussi un acte presque moral. Ils refusent que cette maison soit réduite à son silence. Ils commencent à la faire parler, à travers les traces, à travers la disposition des lieux, à travers les marques laissées par ceux qui sont venus de la route pour y imposer leur violence. Ils s'arrachent peu à peu à l'obscurité si qu'elle croyait pouvoir garder pour elle la scène de crime. Dans l'affaire Clutter, n'est donc pas seulement le lieu où l'horreur est constatée. C'est l'endroit précis où l'impensable commence à prendre une forme lisible, une forme encore fragmentaire. Encore douloureuse, mais déjà suffisante pour comprendre une chose essentielle.
La maison n'a pas été frappée par le hasard, elle a été choisie. Envahie, dominée. Puis abandonnée dans son silence si parfait qu'il fallait tout le courage froid des premières intervenantes pour le traverser et commencer à y distinguer les premiers chemins qui mèneraient un jour jusqu'au homme qui avait osé faire de cette demeure exemplaire l'une des scènes de crime les plus claquantes de l'histoire américaine.